Voyons ce que veulent ces clowns. Ce qui ressemble d'abord à une violation du code de la route dans une rue à sens unique. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Se transforme bientôt en affrontement armé entre malfrats et policiers. Car, pris dans la souricière, les gangsters sont capables du pire pour s'échapper. Il voulait qu'on lui donne l'argent de la caisse, il était pressé d'en finir. Il a bousillé ma vie. Il conduisait de façon très dangereuse. On l'a retrouvé caché dans la végétation à 5 ou 10 mètres de la route. Je ne sais rien à propos de ce braquage, de la fusillade, de la police. Il était agressif, il n'avait pas envie d'être là. Il était évident qu'il détestait la police. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle enquête impossible. Si elle n'avait pas atteint un tel degré de violence, les attaques à main armée de boutiques passeraient presque inaperçues dans les quartiers ouest de Sydney. Mais lorsque les policiers deviennent eux-mêmes la cible d'un braqueur, la sécurité de toute la cité s'en trouve menacée. Tandis que la panique s'installe, les experts médico-légaux s'emploient à rassembler des indices dans l'urgence pour stopper le prédateur. Des forces de l'ordre et du gangster fou, qui gagnera cette course de vitesse? Je poursuivais une voiture bleue quand on est arrivé à une intersection. La voiture a beaucoup ralenti jusqu'à descendre sous les 20 km/h. J'ai trouvé ça bizarre qu'il ralentisse en plein milieu d'une poursuite, mais tout à coup, j'ai vu le passager se pencher par la fenêtre avec un fusil à canoncier. Fusillade! L'un d'entre eux est armé d'un fusil, il vient de nous tirer dessus. Il y a eu des coups de feu. J'ai accéléré le plus possible pour me mettre juste derrière le véhicule en fuite et être hors de portée des balles. Pouvez-vous nous donner une description ou l'immatriculation de la voiture? C'est une berline bleue avec 2 hommes à l'intérieur. Quand ils nous ont tiré dessus, on a compris que ce n'était pas pour nous faire peur. C'était pour nous toucher, nous tuer, nous arrêter, par n'importe quel moyen. Par chance, c'était le matin du lundi de Pâques. Il y avait très peu de voitures ou de piétons dans la rue. On a continué à les poursuivre dans plusieurs petites rues. Et le passager s'est encore une fois tourné vers nous pour tirer. Le passager nous a encore tiré dessus. Compris. J'étais de plus en plus en colère parce qu'ils essayaient de me tuer. Alors on a continué à les suivre. Et c'est à ce moment-là que notre supérieur nous a demandé d'abandonner la poursuite. Terminé. Terminé. Bien reçu. Je patrouillais dans le secteur de Liverpool quand j'ai entendu parler de la poursuite dans ma radio. Et pour la brigade cynophile, c'est le boulot idéal, parce que dans le cas où les suspects prennent la fuite à pied, les chiens peuvent facilement retrouver leurs traces. À toutes les unités, on recherche une berline bleue. Il y aurait 2 hommes à l'intérieur. Ils viennent d'être pris en chasse. Des coups de feu ont été tirés. Si vous la repérez, prenez toutes les précautions nécessaires. Finalement, j'ai retrouvé la voiture sur le bord d'une route. Et apparemment, il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai une berline bleue immatriculée WWH 335. Est-ce que c'est celle qu'on cherche? C'est celle-là. N'oubliez pas de prendre toutes les précautions nécessaires. Ces hommes sont armés et n'ont pas hésité à tirer sur des policiers. J'ai ouvert la portière côté conducteur pour faire sentir au chien la voiture et vérifier qu'il n'y avait personne. Par chance, elle était vide. Ensuite, j'ai fait un tour sur le trottoir. Quand des gens s'enfuient à pied, ils laissent une odeur derrière eux. Et nos chiens sont entraînés à les détecter et à les retrouver. La piste suivait le trottoir et longeait les pavillons le long de la route. S'ils étaient capables de tirer sur des policiers, ils pouvaient s'attaquer à des citoyens. Je voulais absolument les arrêter. Je suis arrivé devant une palissade et le chien a retrouvé un grand pull et des gants. On est passé de l'autre côté de la palissade. La piste continuait dans les jardins et passait par-dessus beaucoup d'autres barrières. Mais avec les sirènes, les hélicoptères et les gens qui sortaient dans la rue, on a fini par perdre leurs traces. Confirmation, il est possible que la fuite soit liée au vol à main armée qui a eu lieu à la librairie de Shipping Norton. C'est tout à fait possible parce que la première fois qu'on les a vus, c'était sur la route principale de Shipping Norton.
J'ai repéré la voiture alors que je me trouvais devant la boutique. Et j'ai vu 2 hommes à l'intérieur. Ils n'ont fait que passer, je n'ai rien remarqué de spécial. Une demi-heure plus tard, l'un d'eux a surgi dans le magasin et a tiré un coup de feu sans même prononcer un mot. Ça a été vraiment un choc. Et c'est là qu'il m'a réclamé l'argent. Au début, vous ne savez pas quoi faire, puis vous savez comment il faut agir et vous l'écoutez attentivement. Tout ce que vous voulez à ce moment-là, c'est vous en sortir vivant. J'ai ouvert la caisse pour attraper les billets. Il m'a aussi demandé les pièces. Il me disait de ne pas faire l'imbécile et de lui donner l'argent. C'est comme ça que ça s'est passé. Il était très agressif. Et puis il m'a demandé les clés du coffre tout en me menaçant avec son arme. Je ne pouvais rien faire. Il m'a demandé de lui donner le sac et de me mettre à genoux. Il m'a dit de ne pas le suivre, qu'il n'hésiterait pas à me tuer. Je savais que la porte coulissante était entrouverte. J'ai couru pour appuyer sur l'alarme et la police est arrivée dans les 2 minutes. Ça a été très rapide. Au début, le vendeur a cru que l'homme avait tiré vers le plafond. Alors on lui a demandé de se remettre derrière le comptoir, là où il se trouvait quand l'homme est arrivé, et de nous dire où le voleur se trouvait à ce moment-là. En regardant dans sa direction, on a vu une étagère remplie de paquets de cigarettes juste derrière lui. Alors on a décidé d'étudier cet angle pour voir si le coup de feu n'était pas passé plus près qu'il le pensait. J'ai regardé les étagères et j'ai vu un trou en plein milieu du mur où il y a les étalages. Et j'ai retrouvé une douille de calibre 22 près de la caisse. C'était une preuve très importante parce que le laboratoire de balistique pourrait nous dire de quel type d'arme elle provenait. L'arrestation de ces hommes devient cruciale pour éviter d'autres agressions. Leur volonté de tirer sur la police montre à quel point ils étaient désespérés. Mais à ce stade, malheureusement, personne ne savait qui pouvaient être ces criminels. Des coups de feu ont été tirés au cours d'un braquage dans une librairie de banlieue. Personne n'a été touché, mais dans leur fuite, les criminels n'ont pas hésité à tirer sur la police. La voiture abandonnée a été retrouvée à Cabramatta, à 1 kilomètre de l'endroit où la police a mis fin à la poursuite. Un peu plus tôt, un officier de police s'est fait tirer dessus. Les hélicoptères et la brigade cynophile sont à la recherche des criminels, mais ce soir, ils sont toujours en fuite. Les braqueurs ont fait feu sur les policiers qui les poursuivaient sans état d'âme. À l'évidence, ils n'hésiteront pas à exécuter les commerçants récalcitrants à la prochaine occasion. Le danger est bien réel. Il importe donc de les neutraliser dans les meilleurs délais. Grâce au témoignage d'un témoin oculaire, les enquêteurs retrouvent la voiture bleue utilisée lors du hold-up de la librairie. Son examen va-t-il leur permettre de collecter suffisamment d'indices pour identifier les agresseurs? Le verrou de la portière conducteur avait été forcé. Le contact avait été retiré pour permettre aux criminels de démarrer la voiture et de la voler. Sur le siège conducteur, j'ai trouvé la carte de visite d'un tatoueur. Sur le sol, il y avait un papier de bonbons et plein de mégots de cigarettes qui pouvaient porter les traces d'ADN. Et le meilleur indice se trouvait sur le siège passager. Il y avait une douille d'un fusil Remington de calibre 22 qu'on a mise dans un sachet avec les autres indices pour l'envoyer au labo. La propriétaire du véhicule nous a dit qu'elle ne fumait pas et que personne ne fumait dans sa voiture. Les mégots de cigarettes étaient donc très importants pour nous et nous donnaient l'espoir d'une piste. Elle nous a également dit qu'elle n'était jamais allée chez un tatoueur. On avait donc la preuve que ces indices avaient été laissés par les criminels. On est à la poursuite de la berline bleue. On a décidé de retracer le chemin qu'ils avaient parcouru pendant la course-poursuite en nous fiant aux témoignages des policiers qui se sont fait tirer dessus. On espérait pouvoir localiser des douilles qui auraient été projetées de la voiture pendant la fusillade. La chasse aux indices revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais j'ai eu de la chance et j'ai retrouvé la douille d'un calibre 22. Elle provenait du même fabricant que celle retrouvée dans la librairie et dans la voiture volée. En fait, on avait 3 scènes de crime sur lesquelles on a retrouvé les mêmes douilles. Le pull et les gants retrouvés près de la voiture abandonnée sont une autre source potentielle d'ADN, mais sans suspect, aucun lien ne peut être établi. 2 jours plus tard, une autre épicerie se fait braquer.
Je travaillais dans la réserve quand j'ai entendu la porte claquer et je me suis demandé pourquoi la porte se refermait. Quand j'ai regardé vers l'entrée, j'ai vu un homme masqué, armé d'un fusil. Et je me suis dit qu'on allait avoir de sérieux problèmes. Ma sœur était derrière le comptoir, alors je me suis montré pour la protéger. J'ai essayé de lui parler, mais il s'est énervé et il m'a jeté un sac en plastique. Il voulait qu'on lui donne l'argent de la caisse. Il était pressé d'en finir et je me suis dit que c'était un bon signe. Je le regardais pendant que Kerry remplissait les sacs et j'ai entrevu une chance de l'arrêter. J'ai essayé de lui attraper son arme. Le coup est parti, et au début j'avais cru que c'était un jouet. Il y avait du papier partout, ça faisait comme de la neige qui volait dans tous les sens. Et je me suis dit que c'était le moment de le frapper avec son arme. Mais il a réussi à se dégager et juste avant de partir, il y a eu un autre coup de feu. Quand je suis retourné vers le comptoir, ma sœur était étendue sur le sol. Elle avait été touchée sur le côté du ventre. Elle a été transportée à l'hôpital de Westmead où elle a dû être opérée. Les douilles et le projectile retrouvés sur les lieux ainsi que la description du voleur correspondent avec le hold-up de Shipping Norton. L'autre similitude est l'utilisation d'un sac plastique pour emporter le butin. Mais cette fois, il a été abandonné sur place. Le fait de pointer une arme sur quelqu'un pour lui extirper de l'argent est déjà un acte violent et traumatisant. Mais le fait de tirer sur une femme était très inquiétant. On était passé à un autre niveau de violence. Fort heureusement, une fois encore, des témoins ont eu le sang-froid de noter le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des suspects. Une rapide vérification révèle qu'elle a été volée sur un parking à proximité d'une gare. Cette information est capitale pour les enquêteurs, car le véhicule utilisé pour le premier braquage a été volé dans les mêmes conditions. Alors, les malfrats se rendent-ils à Sydney en train pour s'attaquer aux commerçants? On avait un problème de taille à ce stade de l'enquête parce que les vols avaient eu lieu à Cabramatta et à Fairfield. Et il y a environ 50 braquages par semaine dans ce coin-là. Le trafic de drogue y est très développé, surtout à Cabramatta. Les toxicomanes ont donc besoin d'argent et c'est pour ça qu'il y a énormément de vols sur des cibles faciles. Les deux voitures avaient été volées sur le parking d'une gare située près du hold-up, ce qui nous a orientés vers l'hypothèse que les voleurs arrivaient sur place par le train et qu'ils volaient une voiture sur le parking avant de commettre leur crime. Plus tard ce soir-là, la voiture utilisée pour le vol de Sefton est retrouvée brûlée dans un parc situé à seulement quelques kilomètres du lieu de braquage. On avait tiré sur une femme et l'affaire prenait une toute autre tournure. On avait très peur que quelqu'un se fasse tuer. Et dans la semaine qui suit, la situation ne s'améliore pas. On a reçu un appel nous disant qu'il y avait eu un braquage dans une cave de Fairfield. Un voleur est entré avec une arme à canon scié et il est passé devant la salle où les employés mangeaient. L'une des victimes a cru que c'était une blague. Il était très agressif. Il les insultait et alors qu'il faisait ce qu'ils demandaient, il a tiré une fois. Deux garçons et leur père qui se trouvaient à l'intérieur du magasin ont été terrifiés par le comportement de l'individu qui était entré et qui tirait. Ils obéissaient à toutes ces directives. L'homme cagoulé a réussi à récupérer plusieurs centaines d'euros. Un témoin nous a dit qu'il avait particulièrement remarqué ce regard bleu qui le fixait à travers la cagoule. Le fait que cet homme n'ait pas hésité à tirer nous faisait dire qu'il s'agissait du voleur responsable des braquages de Sefton et de Shipping Norton. Ce qu'a vu le propriétaire du magasin voisin laisse à penser qu'il s'agit également du même complice. Mais hormis les douilles de calibre 22, les nouveaux indices se limitent à des yeux bleus et une voiture rouge. La police est encore loin d'avoir démasqué les agresseurs qui terrorisent l'ouest de Sydney. Une réalité d'autant plus inquiétante que la fréquence des crimes ne cesse d'augmenter. Il y a eu un braquage dans une épicerie de Parramatta. Un homme est entré avec une cagoule et une arme. Une mère et son fils tenaient la boutique à ce moment-là. Il a réclamé l'argent et la mère s'est mise à crier « Prenez tout ce que vous voulez ». Pendant ce temps, le garçon faisait ce qu'on lui disait de faire. Sa mère a essayé de l'entraîner vers l'arrière du magasin pour échapper au voleur, mais ce dernier a tiré. La balle a fusé entre la mère et le fils et les a manqués de quelques centimètres.
La mère est sortie par l'arrière du magasin et a aperçu une autre voiture rouge avec une femme au volant. Elle lui criait de l'aider, pensant avoir trouvé de l'aide. Et puis, elle a vu l'homme cagoulé sortir du magasin en courant avant de monter dans cette même voiture. La femme lui a laissé le volant en se glissant sur le siège passager. Le jeune homme est ensuite sorti du magasin et a lancé un rouleau de scotch sur la voiture qui a pris la fuite. La couleur de la voiture attire l'attention des enquêteurs. On savait qu'une voiture correspondant à cette même description avait été utilisée dans le braquage de Fairfield. On en a rapidement conclu qu'il s'agissait des mêmes malfaiteurs. La seule différence avec les autres vols, c'est qu'il n'avait pas emmené son propre sac plastique. Et quand il a demandé l'argent au jeune garçon, il lui a dit d'utiliser un de ses sacs. Et cette fois, il y avait une femme. Et même si ça nous a semblé bizarre, la façon de procéder ressemblait tellement à celle des autres vols qu'on était presque sûr qu'il s'agissait du même voleur. Avec l'apparition de cette femme, on s'est retrouvé avec un scénario du genre Bonnie and Clyde. 2 jours plus tard, des policiers retrouvent la voiture rouge. Elle a été brûlée comme celle utilisée lors du hold-up de Sefton. Tandis que le rythme des attaques s'accélère, les enquêteurs disposent maintenant d'une nouvelle information. Le complice du braqueur est une femme. Cette indication va-t-elle faciliter l'identification du couple? Même si les preuves scientifiques étaient plutôt limitées, on avait récupéré les bandes des caméras de surveillance de la gare de Yenora. Au moment où la voiture est arrivée sur place, on a vu une femme en sortir et quelques minutes plus tard, la voiture était brûlée. Ensuite, on a vu un homme monter sur la passerelle de la gare peu de temps après la femme. Il était tard, il n'y avait personne d'autre sur le quai. Les images de la caméra ne le montrent que de dos. En revanche, on a pu voir le visage de la femme. Sur ces images, on la voit porter une veste de survêtement. Et un peu plus tard, on les a vus ensemble sur le quai. On a ralenti les images avant de les diffuser à tous les commissariats de Nouvelle-Galles du Sud, espérant que quelqu'un serait capable de les identifier. Même si la police n'a pas le nom de la jeune femme, sa complicité devient évidente lorsqu'un autre vol se produit dans une station-service. Cette fois-ci, une femme est entrée pour demander de la monnaie. Le voleur a surgi à l'intérieur avec son fusil et avait apporté son propre sac avec lui. Il a demandé l'argent au pompiste avant de tirer un coup de feu. Ce braquage était identique aux autres, à part que le malfaiteur ne portait pas de cagoule. Il s'était mis un sac plastique sur la tête, mais tout le reste était similaire. Le fusil à canon scié de calibre 22, la façon de réclamer l'argent et le coup de feu. Quand les enquêteurs ont pris la déposition du pompiste, ils ont découvert que la même fille était venue à la boutique 1 heure avant le braquage. Bonsoir, ça vous intéresserait un lecteur CD? Cette fille l'a abordé pour essayer de lui vendre un lecteur CD. Il a refusé et elle est remontée dans une voiture couleur crème dans laquelle il y avait un homme au volant. On a visionné l'enregistrement des caméras de surveillance et on a vu les images du braquage, mais surtout, on a réussi à voir le visage de la jeune femme qui était déjà venue 1 heure avant, puis juste avant le vol. Cette femme ressemblait énormément à celle qu'on avait vue sur les caméras de surveillance de la gare de Yenora. Et surtout, elle portait exactement la même veste de sport à chaque fois. Une recherche sur la liste des véhicules volés révèle qu'une voiture couleur crème a été volée sur le parking d'un club de bowling à Cabramatta, 1 heure seulement avant le braquage. Encore une fois, le club de bowling était tout près d'une gare, ce qui correspondait à tous les autres vols de voitures pour les autres braquages. Et comme pour les autres hold-up, la voiture volée est retrouvée abandonnée à proximité de la scène de crime. Le lendemain, un officier en patrouille a vu la voiture et s'est lancé à sa poursuite. Il a mis les sirènes et la voiture en question s'est mise à accélérer. Le temps qu'on se rende sur place pour venir en aide aux policiers de Fairfield, j'ai fait savoir à toutes les unités que la personne à l'intérieur de la voiture avait certainement une arme et qu'elle n'avait pas hésité à l'utiliser plusieurs fois. Le conducteur de cette voiture était très dangereux. À un moment, il a failli percuter un piéton qui traversait la route. Il conduisait comme un fou à travers Cabramatta, Lansvale et puis Liverpool.
La course-poursuite a duré 5 à 10 minutes. Il était complètement inconscient. À un moment, il roulait même en sens inverse. Et il a essayé d'attirer le policier dans un piège. La course-poursuite a pris fin quand il a fait une sortie de route dans l'une des rues principales de Sydney. Sortez de la voiture! Les mains en l'air, sortez de la voiture! Juste après son accident, il s'est retrouvé cerné par des policiers qui redoutaient sa réaction. Sortez du véhicule, les mains en l'air! Il est resté à l'intérieur, il ne voulait pas bouger. Comme il refusait de sortir de la voiture et que la situation commençait à échapper à notre contrôle, j'ai cassé la vitre côté conducteur avec un bâton. Je lui ai demandé de sortir de la voiture, mais il refusait toujours de faire le moindre geste. Alors je l'ai agrippé pour le sortir moi-même par la vitre cassée. L'homme a été arrêté et conduit au poste. On l'a identifié comme étant Stephen Hooper. Après une dangereuse course-poursuite à travers les rues dans les quartiers ouest de la ville de Sydney, Stephen Hooper est placé en état d'arrestation. Notre objectif était de le relier au braquage de la station-service la nuit précédente. Il était dans une voiture, volée sur le parking du club de bowling juste avant le braquage. Et sa façon de conduire prouvait qu'il avait bien plus à se reprocher qu'un vol de voiture. Et le fait qu'il n'ait eu aucun scrupule à mettre la vie des autres en danger nous laissait penser qu'il était non seulement impliqué dans le braquage de la station-service, mais aussi dans tous les autres braquages sur lesquels on enquêtait. L'inspecteur Malone et moi allons vous poser des questions sur cette voiture volée couleur crème. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? J'ai rien à dire. La police vous a bien arrêté ce matin à 10h45. Je dirais rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les circonstances qui ont conduit à votre arrestation? J'ai rien à dire là-dessus. Il était agressif. Il n'avait pas envie d'être là. Il ne voulait pas nous parler. Il était arrogant. Il était évident qu'il détestait la police. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le braquage d'hier soir? J'ai rien à dire. Êtes-vous l'auteur de ce braquage? J'ai rien à dire. Hooper était un homme de 32 ans qui avait un passé criminel assez chargé. Sur les 7 dernières années, il n'avait passé que 13 mois en liberté. Mais son casier ne mentionnait pas de braquage. On lui a posé des questions sur le braquage de Sefton et sur ce qu'il faisait à ce moment-là. Vous pouvez nous dire où vous étiez le lundi 23 avril? Je peux pas vous dire parce que je suis complètement saoul. J'arrive même pas à me souvenir ce que j'ai fait il y a 10 minutes, alors il y a 3 semaines, faut pas rêver. Stephen Hooper avait les yeux d'un bleu limpide. La description qu'on avait recueillie pour le braquage de Fairfield mentionnait que le criminel avait des yeux très bleus. Il avait des tatouages partout, ce qui nous a ramené au premier braquage, celui de Shipping Norton. Dans la voiture, on avait retrouvé la carte de visite d'un tatoueur. C'était un autre indice. Quelle est votre adresse actuelle? J'ai pas d'adresse fixe. Quelle est votre dernière adresse? Chez ma mère. Et où habite votre mère? Cabramatta. Autre élément important, on a appris qu'il vivait chez sa mère, à seulement 50 mètres de la station-service, à environ 300 mètres de l'endroit où la voiture utilisée dans le braquage de Shipping Norton avait été abandonnée, et 400 mètres de l'endroit où celle de Sefton avait été retrouvée. On sentait qu'on était sur la bonne piste. On a pris la décision de ne pas l'interroger sur le braquage de Shipping Norton pour ne pas tout dévoiler d'un coup. Êtes-vous prêt à passer par le processus d'identification? Non, je veux rien dire sur toutes ces conneries. Vous savez très bien que j'ai jamais utilisé une arme avant. Je vois pas pourquoi on devrait me poser des questions sur ces foutus braquages. Tout ça parce que je me suis fait prendre au volant d'une voiture volée ou je ne sais quoi. À ce stade, on avait 2 officiers de police qui avaient vu le visage des 2 hommes impliqués dans le braquage de Shipping Norton. Mais on n'était pas en mesure de leur montrer une photo du suspect. D'après la loi, on ne peut pas contraindre un suspect à passer une séance d'identification sans son accord. C'était d'autant plus frustrant qu'on avait mis la main sur l'un d'entre eux et qu'on ne pouvait pas montrer son visage aux officiers de police sans altérer les preuves. Afin d'obtenir les éléments scientifiques nécessaires à l'enquête, j'aimerais faire un prélèvement de votre salive. Pour être plus clair, je vais prélever votre ADN, vous comprenez? Je veux être sûr d'avoir votre consentement pour avoir cet échantillon. Ouais. Merci. Stephen Hooper
Est-il le gangster impliqué dans le braquage des 5 boutiques? Pour s'en assurer, les experts prélèvent un échantillon de son ADN et l'envoient au laboratoire des services scientifiques. Comparé à celui prélevé sur les mégots de cigarettes et sur les gants retrouvés à proximité des scènes de crime, il permettra de savoir s'il existe un lien entre le hold-up de Shipping Norton et la fusillade qui s'est déroulée lors de la course-poursuite avec la police. Stephen Hooper est-il le gangster impliqué dans le braquage des 5 boutiques? Pour s'en assurer, les experts prélèvent un échantillon de son ADN et l'envoient au laboratoire des services scientifiques. Comparé à celui prélevé sur les mégots de cigarettes et sur les gants retrouvés à proximité des scènes de crime, il permettra de savoir s'il existe un lien entre le hold-up de Shipping Norton et la fusillade qui s'est déroulée lors de la course-poursuite avec la police. À cause du grand nombre de crimes commis en Nouvelle-Galles du Sud et du nombre d'enquêtes résolues grâce à l'ADN, les laboratoires sont débordés et les résultats sont très longs à obtenir. Généralement, les affaires de meurtre sont prioritaires, alors il a fallu qu'on patiente pour avoir le résultat. Pendant ce temps, le laboratoire de balistique étudie les liens éventuels entre les 7 douilles de calibre 22 récupérées sur les scènes de crime. Chaque arme laisse sa propre signature sur une balle ou une cartouche. La signature est unique à cette arme. Grâce à un microscope comparatif, j'ai pu déterminer que la taille et la forme des marques de tir des 7 douilles étaient identiques. J'ai ensuite recherché les imperfections microscopiques. C'est un peu comme essayer d'aligner des rails sur des voies ferrées. Grâce à cette méthode, j'ai pu arriver à la conclusion que les 7 balles avaient été tirées par la même arme. Il fallait qu'on localise l'arme. C'était très important. Si on parvenait à trouver cette arme chez lui, ou dans un endroit qu'il fréquentait beaucoup et que les résultats d'ADN se révélaient positifs, on aurait de quoi inculper notre suspect pour les braquages. Pour l'instant, Hooper n'est accusé que de refus d'obtempérer et de vol de voiture. Il sera déclaré coupable et condamné à 12 mois de prison. Hooper n'était plus en liberté et on savait où il était. Ça nous laissait le temps d'identifier sa complice. Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance de la gare de Yenora, on était presque sûr d'avoir affaire au même homme. Le corps, la carrure et même les vêtements étaient identiques à l'homme filmé par la caméra. La publication des photos de la mystérieuse jeune femme prise par les caméras de surveillance finit par porter ses fruits. Elle est identifiée. Elle s'appelle Sherry Atkinson. Malgré son jeune âge, elle possède déjà un lourd passé criminel. Elle se prostitue et son casier judiciaire fait état de nombreux délits. Malgré sa dangerosité, les policiers ont bon espoir de l'interpeller rapidement. Malheureusement, ils se trompent. Sherry Atkinson est désormais sur ses gardes. Après avoir identifié Sherry, on a appris qu'elle avait déjà été condamnée pour braquage. Et comme elle était en liberté conditionnelle, elle devait se présenter quotidiennement au commissariat de police. Alors on s'est dit qu'on pourrait la coincer quand elle viendrait se présenter, mais bien sûr ça n'a pas marché, parce qu'elle n'est pas venue. J'ai envoyé une note aux patrouilles en signalant qu'on avait besoin de lui parler. Les braquages s'étaient arrêtés depuis l'arrestation de Hooper, même si on avait encore 2 personnes à identifier. Les enquêteurs décident de revisiter toutes les scènes de crime en espérant découvrir de nouvelles informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Quand on est retourné à l'épicerie de Shipping Norton et qu'on a parlé au vendeur, il nous a fourni des informations supplémentaires. Il nous a dit entre autres que le voleur avait été vu près d'une épicerie juste avant le braquage. J'ai vu une voiture garée devant le magasin et j'ai trouvé ça bizarre. Il y avait 2 hommes assis dans la voiture et ils baissaient la tête comme s'ils ne voulaient pas qu'on voie leur visage. Quand je suis ressorti du magasin, je suis passé à côté de cet homme. On s'est croisés à l'entrée. Il avait les mains dans les poches arrière de son pantalon. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai attendu quelques minutes, mais il ne s'est rien passé. Et puis je suis reparti parce que j'avais un train à prendre pour aller au travail. Après avoir vu la même voiture aux informations, Alan est convaincu que les 2 hommes qu'il avait remarqués étaient les responsables du braquage. Ces 2 hommes faisaient entre 1m70 et 1m75. Ils n'avaient pas l'air très nets et ils portaient des survêtements. On aurait dit des drogués qui préparaient un mauvais coup.
Monsieur Frances nous a dit que s'il avait l'occasion de revoir ces personnes, il serait capable de les identifier. Et la probabilité pour que Stephen Hooper soit l'un d'entre eux grandit. On a reçu les résultats du labo, et l'ADN de Hooper se trouvait sur l'un des gants et sur le pull qu'on avait retrouvé tout près de la voiture qui avait servi dans le braquage de Shipping Norton. Mais on ne pouvait toujours pas faire de rapprochement entre l'ADN retrouvé sur ses vêtements et la voiture. Et même si c'était une pièce à conviction importante, on ne pouvait pas s'en servir. Stephen Hooper peut être relié au braquage grâce aux échantillons de son ADN prélevés par les experts. Pour autant, cette preuve matérielle n'est d'aucun secours pour identifier son complice. Tandis que l'enquête piétine, la chance tourne brusquement en faveur des policiers. Sherry Atkinson est arrêtée pour avoir commis un vol à l'étalage. Quand on a dit à Sherry qu'on savait pour sa complicité dans le braquage de la station-service, elle a tout de suite compris qu'elle allait avoir des problèmes. Elle savait que soit elle coopérait et elle nous aidait dans notre enquête, soit elle allait être accusée de complicité. Elle a choisi de nous aider. J'étais dans une mauvaise passe. J'avais besoin d'argent pour me procurer de la drogue. Et dans ce cas, vous vous fichez de savoir ce qu'ils font ou d'où vient l'argent. C'était juste une question d'argent, de drogue, du trou que vous avez dans le bras, vous comprenez? Oui. Hooper et elle étaient de grands drogués. Ils en prenaient pour 700 € par jour. Hooper sortait pour trouver de l'argent et quand ils revenaient, ils allaient acheter la drogue ensemble. Et c'était comme ça tous les jours. Elle a commencé à coopérer. Elle n'a pas hésité à confirmer que c'était bien elle sur les images de la caméra de surveillance au moment du braquage de la station-service. Mais d'après elle, elle ne savait pas que Stephen avait l'intention de voler la caisse. Elle ne savait pas ce qui allait se passer jusqu'à ce qu'elle le voie entrer dans la boutique avec un sac sur la tête. Je ne savais pas du tout qu'il allait faire ça. Tout ce que je voulais, c'était vendre le lecteur CD. Je suis rentrée, il est arrivé en courant et a tiré une fois. J'ai eu peur pour ma vie. Donc vous êtes ressorti dès qu'il a tiré? Oui, je savais pas quoi faire. Je me suis demandé s'il fallait que je me sauve et que je me cache. Mais je me suis dit que si je partais, il me suivrait et me tuerait. On avait la quasi-certitude que Sherry était impliquée d'une façon ou d'une autre dans le braquage de l'épicerie de Parramatta. Mais quand on lui en a parlé, elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Vous ne savez rien là-dessus? Non. Mais elle était au courant pour le braquage de Fairfield. Et elle nous a dit que le coupable était son petit ami Stephen. Comment savez-vous que c'est Stephen le responsable? Je n'en suis pas sûre à 100%, mais presque. Ça lui ressemble en tout cas. En lui posant d'autres questions, elle nous a révélé qu'elle avait déjà vu Hooper avec un fusil à canon scié. Quand je l'ai vu revenir avec cet argent, je lui ai demandé d'où il venait et il m'a répondu de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit « T'as la cam, alors tu la fermes, arrête de râler et de chercher à savoir ». Quand on a regardé les images de la gare de Yenora, où on la voyait de face, elle a confirmé que c'était bien elle. Ce sont les marches de la gare de Yenora, et on ne voit cet homme que de dos. Il est bien, hein? Oui, vous avez de la chance. C'est clair. Mais vous pouvez me dire qui c'est? Oui, c'est Steve. Et comment vous le savez? Les tatouages. Elle a identifié le tatouage sur le mollet de Hooper. Elle nous l'a signalé. Elle a aussi reconnu le tatouage de son cou. Elle nous a dit qu'ils avaient abandonné la voiture, que Stephen y avait mis le feu et qu'ils étaient partis voir leur dealer pour lui acheter de la cocaïne. Sherry restait assez vague quand on lui posait des questions sur les amis ou les complices de Hooper. La seule chose qu'elle a pu nous dire, c'est qu'il traînait avec un homme très mince avec des taches de rousseur. Elle nous a dit qu'il s'appelait peut-être Daniel Adamson. Tout commençait à s'éclaircir, mais on ne savait pas qui était cette troisième personne. Tout ce qu'on avait, c'était un nom dont on n'était pas vraiment sûr. C'est à ce moment-là qu'un informateur se manifeste. L'informateur nous a dit qu'il s'agissait d'un homme du nom de Dennis Adams et qu'il s'était vanté du braquage de Shipping Norton. D'après lui, il s'amusait à dire qu'il avait tiré sur des flics. Apparemment, ça le faisait beaucoup rire. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur leur façon de faire? Non, il ne m'a rien dit d'autre là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, il a tiré sur la voiture de police qui a fait une sortie de route. Mais il restait sur ses gardes quand même. Il n'a rien dit de plus, apparemment. Il est resté dans la voiture. Quand notre informateur nous a donné tous ces détails, on avait la quasi-certitude de tenir le complice du braquage de Shipping Norton.
Adams vivait à Mount Droit et la voiture utilisée à Shipping Norton avait été volée à la gare de Mount Droit. Après la course-poursuite dans Shipping Norton, l'officier Wilbur a fait un portrait robot de celui qui lui avait tiré dessus. Et ce portrait ressemblait beaucoup à Dennis Adams. Mais l'informateur n'est pas en mesure de révéler à la police où se trouve Adams. Et aucune recherche ni opération de surveillance ne permettent encore de le localiser. Cette difficulté n'est pas la seule à stopper l'enquête. Stephen Hooper, le braqueur récidiviste, vient de s'évader de prison. Le détachement spécial chargé d'enquêter sur la série de braquages est prêt à interroger son premier suspect, Stephen Hooper. Le seul problème, c'est qu'il est actuellement introuvable. Il était au centre de détention de Connell. Avec un autre détenu, ils ont surpris deux gardiens et ils ont réussi à s'enfuir. Heureusement, Stephen Hooper est rapidement rattrapé et les policiers peuvent enfin l'interroger. Monsieur Hooper, pour vous résumer rapidement la situation, l'inspecteur Ban et moi-même allons vous poser des questions sur un certain nombre de braquages, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Alors on y va. Hooper est resté relativement silencieux face à nos accusations. La seule fois où il a protesté, c'est quand on a évoqué la présence de son ADN sur l'une des scènes de crime. On sait à qui appartient l'ADN retrouvé sur le pull élégant. Il s'agit de celui de Stephen Ronald Hooper. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Je dirais rien. Est-ce que vous niez tout ce qu'on vient d'avancer? Je nie tout. Même si Hooper ne disait pas un mot, il espérait qu'on lui parle pour glaner des informations sur ce qu'on avait contre lui. J'aimerais vous dire que pour le braquage qui a eu lieu à 21h30 dans une station-service le 3 mai de cette année, celui qui s'est produit le 2 mai dans une épicerie, celui d'une cave de Fairfield le 30 avril et celui d'une épicerie de Shipping Norton le 16 avril dernier, la même arme a été utilisée. On a identifié des douilles et des projectiles retrouvés sur les lieux et une balle prélevée dans le corps d'une femme qui a été touchée au cours du braquage de Sefton. On a donc 5 indices qui nous renvoient à ce même fusil pour les 5 braquages. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Malgré leurs efforts, les enquêteurs sont incapables de retrouver le fusil à canon scié qui a vraisemblablement été utilisé par Hooper pour braquer les 5 magasins. À défaut de posséder cette pièce à conviction, l'inspecteur Bingham doit s'assurer de la fiabilité des preuves dont il dispose. Même si on a pu déterminer que l'ADN retrouvé sur les vêtements était bien le sien, il nous fallait de nouvelles preuves. Alors nous avons contacté un officier qualifié pour la procédure scientifique. À ce moment-là, je crois que Hooper a compris que la situation était sérieuse et il a commencé à nous montrer son côté dangereux. Il a explosé. Vous pouvez aller vous faire voir parce que je l'ai déjà fait. Si vous avez l'intention de m'accuser, alors faites-le. Nous avons votre ADN. Cet ADN a été relevé sur le pull élégant que je vous ai montré, vous comprenez? Vous acceptez qu'on vous fasse un prélèvement de salive? Non, parce que vous m'avez déjà fait ce foutu prélèvement. Le prélèvement qu'on vous a fait à Cabramatta était en relation avec l'affaire de vol de voiture. On vous demande de bien vouloir en refaire un pour l'affaire des braquages. Est-ce que j'ai votre accord? On était prêt pour l'identification de Hooper, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas Adams. Afin de renforcer les preuves rassemblées contre les 2 suspects, les enquêteurs décident de procéder à une séance d'identification à partir de photos. On a décidé de montrer les photos à l'officier Wilbur. Celui-ci est le passager du véhicule. Je me souviens que c'est lui qui s'est penché par la fenêtre pour tirer. Je l'ai bien vu au moment où on était à 2 mètres derrière eux. Et je suis sûr que c'était le conducteur. C'est le conducteur de la voiture volée de l'incendie du 16 avril? Oui, c'est ça. On a ensuite montré les mêmes photos à Alan Frances. C'est lui, c'est l'homme que j'ai croisé au moment où je sortais de la librairie. Ensuite, on a montré la série de photos contenant celle de Dennis Adams à Sherry Atkinson. Et elle nous a confirmé qu'il s'agissait bien de celui qui traînait avec Stephen à ce moment-là. On avait des témoins, des policiers, des citoyens qui avaient identifié les 2 suspects.
Finalement, Adams a été arrêté, pas pour les braquages, mais pour violence conjugale. À ce stade, on n'avait aucune preuve pour le relier au braquage, excepté celui de Shipping Norton. J'aimerais vous parler du hold-up qui a eu lieu à l'épicerie de Shipping Norton le 16 avril dernier, vous comprenez? Oui. Vous pouvez nous dire quelque chose sur ce braquage? Je ne sais rien du tout là-dessus. C'est un choc pour moi de l'apprendre. On a aussi appris que vous étiez celui qui avait tiré sur la police après le braquage en question. Vous voulez faire un commentaire? Bien sûr que j'ai un commentaire. Mais je ne sais rien à propos de ce braquage, de la fusillade, de la police. Un témoin a déposé sa déclaration et il est prêt à témoigner au tribunal. Pas de problème. Qu'il le fasse. Ça ne me pose aucun problème parce que je n'ai rien fait. Adams était très imprudent. Il avait l'air sûr qu'on n'avait pas suffisamment de preuves contre lui. Il a soutenu qu'il n'avait jamais commis de braquage. On a également su que Stephen Hooper était au volant de la voiture ce matin-là. Ce nom me dit quelque chose. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu ce nom. Quand on a mentionné Hooper, il a tout de suite admis le connaître tout en essayant de mettre une distance entre eux. Je connais beaucoup de monde, mais ce n'est ni un ami ni un associé, c'est plutôt le genre de personne à qui je dis bonjour quand je la croise. Étant donné que l'ADN ne permet pas de relier directement Hooper à la voiture bleue, d'autres analyses sont effectuées pour tenter de trouver des résidus de poudre. Quand une arme est déchargée, les résidus de tir s'envolent et peuvent atterrir sur tout ce qui se trouve à proximité. Alors on utilise un petit tampon autocollant qui permet de récupérer les résidus de poudre. Des résidus de poudre ont été retrouvés sur l'un des gants et sur le pull. Et ces résidus correspondaient à ceux retrouvés dans les douilles récupérées sur la scène de crime. Même si le tireur était le passager, les résidus de tir sont entrés dans le véhicule et se sont déposés sur les vêtements du conducteur. C'est probablement l'élément qui nous a permis de confirmer la culpabilité de Hooper. Quand Hooper est arrivé au tribunal, il a vu les témoins prêts à venir à la barre et qu'il a compris que Sherry était présente pour témoigner, il a complètement changé d'attitude et il a décidé de plaider coupable. Il a décidé de plaider coupable pour un certain nombre de braquages plutôt que de passer en jugement pour tous les vols. Il a été condamné pour ce qu'il avait avoué et les victimes des autres braquages avaient l'air satisfaits. Pour éviter le procès, Stephen Hooper plaide coupable pour les braquages de Shipping Norton, de Sefton et de la station-service, et pour avoir utilisé son arme contre les forces de police. Pour l'ensemble de ces délits, il est condamné à 16 ans de prison. Il ne pourra bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle qu'à partir de 2014. Dennis Adams a été jugé pour vol à main armée à Shipping Norton et pour la fusillade avec la police. Il a été condamné à 12 ans de prison. Le vol à main armée est probablement l'agression la plus traumatisante qui soit. En 21 ans de carrière, je n'ai pas vu une seule victime de braquage qui n'ait pas été affectée ou traumatisée. Ce hold-up a eu un effet dévastateur sur ma santé. Peu de temps après, on m'a diagnostiqué une dépression. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre ma vie, mais je ne veux plus me retrouver dans ce genre de situation. Je ne peux plus tenir un commerce, je ne pourrai plus jamais. Les vols à main armée peuvent être très traumatisants et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas laisser ces criminels dans la rue. Notre rôle est de les mettre derrière les barreaux. Être victime d'une agression armée est une épreuve traumatisante qui laisse des séquelles indélébiles. Dans un quotidien qui semble gagné par la violence, la criminalité est-elle un fléau unanimement répandu à la surface de la planète? Bien, pour le savoir, j'ai consulté pour vous quelques statistiques récentes. Et nous apprenons ainsi qu'avec un taux de 138 délits annuels pour 1000 habitants, curieusement, la Suède est le pays le plus dangereux de l'Union européenne. Avec 15 délits, la Lituanie est le plus pacifique, la France
se situant statistiquement dans la moyenne des 27 pays de la communauté. En ce qui concerne les homicides, environ 17 000 meurtres sont commis chaque année aux États-Unis par arme à feu. C'est 12 fois plus que la moyenne enregistrée dans les pays européens. Comme l'a dénoncé Michael Moore dans son film documentaire Bullying for Columbine, ce phénomène s'explique en grande partie par le droit dont disposent les Américains de posséder une arme. Droit qui, malheureusement, est inscrit dans la Constitution américaine et dont fait usage un Américain sur 2. Ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne, bien sûr, pour une nouvelle enquête impossible. En effet, qui pourrait s'imaginer que le diable en personne vienne hanter la maison de Dieu? Cette paisible maison de Dieu, c'est l'église presbytérienne unie. Chaque dimanche matin, elle ouvre ses portes aux fidèles de Walsey dans le Dakota du Sud. Cette ville est composée de quelques routes poussiéreuses près de l'autoroute 14 et de quelques fermes sur la prairie balayée par le vent. Le pasteur de cette congrégation est le révérend Bill Guthrie. Il vit avec sa femme Sharon dans le presbytère, juste à côté de l'église. C'était un très bon pasteur, très instruit pour tout ce qui concernait la Bible. Sharon Guthrie aide son mari aux œuvres de l'église. Elle faisait le catéchisme aux enfants avant le sermon. Elle leur racontait une histoire et les renvoyait s'asseoir avec un paquet de bonbons. Les Guthrie attendaient avec impatience le mariage de leur seconde fille, Jenna Lou. Mais Sharon Guthrie ne verra jamais ce jour. Juste après l'aube du 14 mai 1999, le révérend Guthrie appelle une ambulance. Il a trouvé sa femme inconsciente dans la baignoire. En arrivant, les ambulanciers pratiquent la respiration artificielle et font repartir son cœur. Dans l'ambulance, on la met sous respirateur, mais elle ne reprend pas conscience. Malgré tous les soins du meilleur hôpital de la région, les médecins urgentistes ne trouvent aucune trace d'activité cérébrale. À ce moment-là, nous avons décidé qu'il valait mieux la laisser partir. Le lendemain, Sharon Guthrie est déclarée morte. Quand le shérif interroge le révérend Guthrie à propos de l'accident, il raconte que sa femme allait bien quand il est parti pour dire ses prières quotidiennes à l'église. Quand il est parti de la maison pour se rendre à l'église, sa femme se faisait couler un bain. Il nous a dit qu'il était allé à l'église, y était resté peut-être 10 minutes, puis il était rentré chez lui. Guthrie affirme avoir trouvé sa femme allongée sur le ventre dans la baignoire pleine. Il dit avoir tenté de retirer son corps de l'eau, mais ne pas y être arrivé. Il aurait alors simplement vidé la baignoire et retourné son corps avant d'appeler les secours. On pensait avoir affaire à un accident, que cette dame avait eu une attaque cardiaque alors qu'elle prenait son bain. Le docteur Brad Randall pratique l'autopsie et ne trouve aucun signe de traumatisme ou de maladie. Heureusement, le personnel des urgences a prélevé des échantillons de sang alors que Madame Guthrie arrivait à l'hôpital. Le pathologiste peut les analyser. Nous avions des échantillons prélevés avant le décès, ce qui est mieux que des prélèvements post-mortem. La toxicologie est plus difficile à pratiquer sur un cadavre que sur un être vivant. Nous avons eu de la chance d'avoir ces échantillons. Les prises de sang révèlent la trace de 3 médicaments dans le corps de Sharon. 2 d'entre eux, présents en quantité relativement faible, lui ont été prescrits. Ce n'est pas le cas du 3e. Le 3e médicament était du Temazepam. C'est un benzodiazépine qui était présent en très grosse quantité. Ce n'est pas un médicament qui provoque habituellement des surdoses fatales. Le Temazepam est un sédatif. La dose retrouvée dans le corps de Sharon suffit à rendre quelqu'un inconscient, même si Randall ne sait pas avec certitude combien de cachets ont été ingérés. Sûrement entre 5 et 10 à peu près, voire plus. Le docteur Randall considère que la cause de la mort est la noyade. La surdose de Temazepam est un facteur qui y a contribué. 3 mois après la mort de Sharon Guthrie, sa fille Jenna Lou décide de maintenir la cérémonie de son mariage.
J'en ai parlé à mon père, à ma famille, pour savoir ce qu'ils en pensaient. J'en ai aussi parlé à mon mari. Et nous avons décidé que c'était ce que ma mère aurait voulu. C'est même mon père qui a célébré le mariage. Pendant ce temps, l'inspecteur Jerry Lindbergh est chargé d'enquêter sur la mort de Sharon Guthrie. Malheureusement, le lieu de la noyade n'a pas été préservé intact pour la police. Puisqu'elle était vivante lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital, on avait laissé ouvert. Les indices ont été détruits parce que des voisins attentionnés sont venus nettoyer. Mais les enquêteurs découvrent d'où vient le thémazépam retrouvé dans le corps de Sharon. Il avait été prescrit à son mari, Bill. Bill Guthrie pense que sa femme a dû prendre les pilules pendant une crise de somnambulisme. Mais les trois filles n'ont jamais constaté que Sharon était somnambule. Et la police trouve quelque chose de suspect. Quelques semaines avant la mort de Sharon, Bill Guthrie va acheter son thémazépam sur ordonnance à une pharmacie. Puis il va ensuite dans une autre pharmacie en leur disant qu'il a perdu ses pilules pour en obtenir d'autres. Sharon! Les vêtements que portait Bill le matin de la mort de Sharon posent un autre problème. Bill dit au shérif qu'il a essayé de sortir sa femme de la baignoire lorsqu'il l'a trouvée. Mais des témoins affirment que les vêtements de Bill étaient complètement secs lorsque l'ambulance est arrivée. Il était sec. Or, quand on passe un moment à tenter de sortir un corps de l'eau, on se mouille. Parvenus à ce point de leur investigation, les enquêteurs retiennent deux éléments troublants à l'encontre du pasteur Guthrie. Pour quelle raison s'est-il procuré de fortes doses de thémazépam, ce médicament qui combat l'anxiété, l'insomnie et les spasmes? Et pourquoi des traces significatives ont-elles été retrouvées dans l'organisme de son épouse? Comment expliquer d'autre part que les vêtements que portait le pasteur n'aient pas été mouillés alors qu'il prétend avoir essayé de porter secours à sa femme quand elle était immergée dans la baignoire? Guthrie a-t-il une quelconque responsabilité dans le drame? Peu après, la police recueille une nouvelle information qui conforte ce doute. Les enquêteurs apprennent également que le pasteur avait ses secrets. Une maîtresse dans le Nebraska. Tout le monde le savait dans cette ville avant qu'il vienne ici. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il était venu à Walsey. Je la connaissais déjà dans le Nebraska. J'étais au courant que maman ne l'aimait pas, mais je ne savais pas pourquoi. La maîtresse de Guthrie est un membre très actif de son ancienne église du Nebraska. Cette liaison avait continué même après le déménagement de Guthrie dans le Dakota du Sud. Quand il accepte le poste à Walsey, Guthrie dit au conseil de l'église qu'il doit rentrer souvent dans le Nebraska pour consulter un médecin car il est impuissant. Je crois même qu'il lui remboursait ses trajets. Je t'aime aussi. Et il n'a jamais consulté. Il allait là-bas pour suivre sa liaison. Mais la maîtresse de Guthrie finit par se lasser de leur histoire clandestine. Il ne faisait que faire l'amour, d'après ce qu'elle m'a dit. Il restait enfermé, il ne pouvait pas sortir dîner ni aller au cinéma. Elle en avait assez, elle voulait davantage. Alors elle lui a mis la pression, mais il n'a pas réagi, et finalement elle l'a quitté en janvier. Rien n'indique que Bill Guthrie soit impuissant. Pas d'après ce qu'elle nous a dit. Visiblement, tout fonctionnait parfaitement, et il en profitait bien. Les enquêteurs considèrent maintenant Bill Guthrie comme un suspect dans la mort de sa femme. Mais l'adultère et la fraude à l'ordonnance ne signifient pas qu'il y a eu meurtre. La police convainc la fille aînée de Bill, Suzanne, de chercher à savoir si son père a joué un rôle dans la mort de sa mère. Elle accepte de tenter de le faire parler avec un micro dissimulé. Je pensais qu'étant sa fille, je pourrais le supplier d'être honnête avec moi. I need to know some answers. Okay, ask. You had an affair. No. Where did you hear that? I've heard it from everybody, Dad. They have a lot on you, Dad. And I need to know the truth in all of this. I'm on your side. I don't want to think that you've done the things that you've done. What do you think that I did? They think you did, Mom.
There's medicine missing? I don't know anything about medicine that's missing. Et il a tout nié en bloc. Sa liaison et l'histoire des médicaments. Fin juillet, les enquêteurs confisquent l'ordinateur de l'église pour voir si les échanges d'emails entre le pasteur et sa maîtresse du Nebraska indiquent quelque chose. Ils ne révèlent rien. Mais la police se demande si le disque dur de l'ordinateur ne contient pas des informations. Judd Robbins est un expert en informatique de la police. D'après lui, les utilisateurs ne savent pas réellement comment fonctionne un ordinateur. L'erreur la plus répandue, c'est de croire qu'on peut effacer des données en demandant simplement à son logiciel de le faire. C'est faux. C'est parce qu'appuyer sur la touche supprimée ne fait qu'indiquer au système que la mémoire occupée par le fichier est maintenant disponible et réinscriptible. Dans l'espace, il y a des traces résiduelles de l'existence de toute chose. L'équivalent informatique, c'est une indication qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Si on arrive à trouver ces traces de données avant que l'espace ne soit réattribué à un nouveau fichier, sa valeur de preuve est énorme. Le disque dur de l'ordinateur utilisé par le pasteur Guthrie recèle-t-il des informations résiduelles susceptibles de dénoncer son acte criminel? Car les choix qu'il a effectués sur les moteurs de recherche peuvent fournir de précieuses indications. Quel site sur Internet a-t-il consulté? Quel dossier a-t-il téléchargé? Quel fichier a-t-il modifié? L'informaticien de la police explore cette piste prometteuse. La piste d'information informatique montre aussi la création, le téléchargement et la modification des fichiers. Robbins utilise un logiciel spécial pour rechercher dans le disque dur des fichiers en rapport avec Temazepam. Il découvre que quelqu'un a fait de nombreuses recherches sur Internet à propos des somnifères à peine un mois avant que Sharon ne meure. On avait aussi téléchargé de nombreux articles sur le Temazepam, le somnifère trouvé dans le corps de Sharon. Le Temazepam est le seul somnifère vendu en capsule. On peut l'ouvrir et vider la poudre pour la mettre dans quelque chose. Et Robbins trouve autre chose sur le disque dur, peut-être un indice supplémentaire. Je ne savais pas comment elle était morte. J'ai appelé Mike pour me renseigner. Pourquoi? Et il me dit, il y a beaucoup d'informations sur des accidents de baignoire. Et je lui ai dit qu'elle s'était noyée dans sa baignoire. Ces recherches ont été effectuées un mois avant la mort de Sharon. La dernière date du 27 avril. Et elle est morte en mai. Le 29 avril, Guthrie demande à son médecin une ordonnance de Temazepam et va en chercher dans 2 pharmacies différentes. L'ordonnance est renouvelée le 12 et le 13 mai. Le 14 mai, Sharon Guthrie, complètement droguée, se noie dans sa baignoire. Sur la base des preuves informatiques, Bill Guthrie est arrêté et accusé de meurtre. L'accusation spécule sur le fait que Guthrie voulait en finir avec son mariage, mais il craignait qu'un divorce ne nuise à sa position de pasteur. Il a donc tenté de maquiller la mort de sa femme en accident. Et il a tenté de le faire en ajoutant une dose massive de drogue dans son chocolat au lait. Elle en buvait tous les jours. C'était ce qu'elle préférait. Elle adorait ça. Le procureur croit que le matin de la mort de sa femme, Bill Guthrie a mis le Temazepam dans le chocolat au lait de sa femme. Puis, il lui a apporté au lit avant de partir à l'église. Une fois que les somnifères font effet, il place sa femme inconsciente dans la baignoire qu'il remplit d'eau et la laisse se noyer. Je pensais notre dossier solide, mais nous n'avions que des preuves indirectes. Mais Jenna Lou Simpson ne croit toujours pas que son père soit coupable. Elle dit que sa mère avait pris une forte dose de Benadryl, un antihistaminique, quelques semaines avant, et avait dû voir un médecin.
Je pensais que c'était accidentel. Elle l'avait déjà fait avec le Benadryl et encore avant avec de l'homéopathie. Je pensais qu'elle l'avait refait pour qu'on s'intéresse à elle. Les gens qui, d'ordinaire, remplissent les bancs de l'église pour écouter prêcher Bill Guthrie, remplissent maintenant les bancs du tribunal du comté de Biddle. C'était plein tous les jours. Les gens venaient à 7 heures du matin pour être sûrs d'avoir une place. Le procureur Mike Moore croit en son dossier. Puis, il a le choc de sa vie. Lors de son procès pour meurtre, Guthrie révèle que plusieurs semaines après sa mort, il a trouvé une lettre d'adieu de sa femme. Pour une raison inconnue, elle était cachée dans un livre de prière dans le bureau de son mari. Ça vous inspire un tas de trucs. On est choqué, bouleversé. La lettre est tapée à l'ordinateur mais n'est pas signée. Elle date du 13 mai 1999, le jour avant la mort de Sharon, et est adressée à sa fille. Chère Suzanne, je suis désolée d'avoir gâché ton mariage. Ton père m'a dit que tu craignais que je puisse gâcher aussi celui de Jenalou. Je ne serai plus là, donc tranquillise-toi. Tu comprendras quand la cérémonie sera finie. Je vous aime, maman. Cette lettre va-t-elle disculper le pasteur Guthrie? Va-t-elle apporter la preuve irréfutable que Sharon ne s'est pas noyée accidentellement ou qu'elle n'a pas été assassinée par son mari, mais qu'elle s'est suicidée? Les enquêteurs sont dubitatifs, car la lettre a été rédigée sur un ordinateur. Elle n'est pas signée. Et elle fait référence à un incident mineur qui s'était produit quelques années plus tôt lors du mariage de Suzanne, sa fille aînée. Est-ce une raison suffisante pour se donner la mort? La lettre parle d'un petit incident lors du mariage de Suzanne quelques années avant. Le procureur demande à Judd Robbins, l'expert en informatique de la police, de réexaminer le disque dur de l'ordinateur de l'église pour voir s'il peut trouver des traces de la lettre d'adieu. Il n'en trouve aucune. Cindy Horton, l'expert en empreintes digitales, vaporise de la ninhydrine, un produit chimique, sur la lettre. Si quelqu'un écrit une lettre d'adieu et songe véritablement au suicide, il aura tendance à transpirer. La ninhydrine est un bon agent réactif. Il repère les traces d'acides aminés de la transpiration. La vapeur d'un fer à repasser accélère le processus et révèle de nombreuses empreintes. La personne qui a manipulé cette lettre transpirait abondamment. Je ne sais pour quelle raison. Bill Guthrie dit avoir transmis la lettre directement à son avocat, mais les empreintes ne correspondent ni à celles de Guthrie ni à celles de l'avocat. Il est impossible de savoir si ce sont celles de Sharon, puisqu'on n'a jamais pris ses empreintes, même à l'autopsie. Mais si la lettre a été tapée sur un ordinateur qui n'est pas celui de l'église, où a-t-elle été rédigée? La police découvre que Guthrie possède un autre ordinateur qu'il a donné à sa fille et à son gendre peu avant le procès. Il le confie au procureur général. Nous, on voulait simplement découvrir la vérité, ce qui s'était passé exactement. Prouver sa culpabilité ou son innocence, c'était leur problème. Judd Robbins examine le disque dur de cet autre ordinateur. Dessus, Robbins découvre un fichier intitulé Sharon. Le texte principal est effacé, mais la dernière phrase est la même que celle de la lettre et le fichier porte la même date, le 13 mai. Les deux documents portent la même erreur typographique, c'est-à-dire aucun espace entre la virgule et l'année. Les marges étaient les mêmes, la police était la même, les mots étaient les mêmes. Le fichier a été créé en août, 3 mois après la mort de Sharon. Robbins trouve une preuve que la lettre a été rédigée par Bill Guthrie. Cette lettre d'adieu avait été composée avec plusieurs de ses sermons du mois d'août. J'ai pu reconstruire une espèce d'emploi du temps entre son travail sur ses sermons et son travail sur cette lettre.
Je crois que c'est là que j'ai réalisé qu'il avait fait quelque chose, qu'il était coupable de ce dont on l'accusait. Je pensais que le jury verrait ce que je voyais, à savoir que c'était son dernier effort désespéré pour éviter une condamnation pour meurtre. Le jury reconnaît Bill Guthrie coupable de meurtre avec préméditation et le condamne à la réclusion à perpétuité. Après le procès, on exhume le corps de Sharon Guthrie pour qu'elle soit enterrée à nouveau, mais cette fois-ci au Nebraska, où elle était née. On récupère ainsi les empreintes de Sharon. Cynthia Horton les compare aux empreintes relevées sur la lettre d'adieu. Elles ne correspondent pas. Et il reste une question. À qui appartiennent les empreintes sur cette lettre? Cette question reste un mystère. Suzanne pense que son père est coupable, mais malgré les preuves médico-légales et informatiques, sa sœur Jenna Lou croit son père innocent et reste en contact avec lui par lettre et par téléphone. Et j'ai perdu ma mère, mon père et mes sœurs dans cette histoire. En un an. Les deux sœurs ne se parlent plus. Le procureur affirme que c'est grâce à la police médico-légale que cette affaire a été résolue. Sans ça, Bill Guthrie serait encore libre. Sans ces sciences, il n'y a pas de dossier. Si le pathologiste ne trouve pas les traces de médicaments, que l'expert en informatique ne trouve rien dans l'ordinateur, il n'y a pas de dossier. Ainsi, deux experts, un chimiste et un informaticien, ont-ils réuni leurs compétences pour venir à bout du mystère. Détail cynique et sacrilège supplémentaire. Dans la lettre d'adieu qu'il avait fabriquée de toutes pièces, Guthrie n'avait pas hésité à inclure quelques mots des sermons destinés à ses paroissiens. Après enquête, il semblerait qu'avant de parvenir à ses fins, le pasteur ait tenté par 2 fois de supprimer sa femme, en tendant une corde fine dans l'escalier qui menait à la cave, dans l'espoir de provoquer une chute mortelle, et en feignant par maladresse de lâcher une lampe électrique allumée dans la baignoire où Sharon prenait son bain dans le but, bien sûr, cette fois, de l'électrocuter. Ces 2 tentatives ayant échoué, Guthrie a décidé d'utiliser une 3e méthode. En dépit de ses dénégations, le pasteur Guthrie a été reconnu coupable de crime avec préméditation et condamné à une peine de 30 ans de réclusion. Ainsi prend fin cet épisode. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission de vos Enquêtes impossibles. C'est une journée d'hiver froide et venteuse. Un homme quitte la chaleur de sa maison pour récupérer des branches de pin qui compléteront le décor des fêtes de Noël. Mais ce qu'il va découvrir va bientôt ébranler toute une communauté et les services de police locaux. Il était de notre devoir d'arrêter ce meurtrier pour que les gens reprennent le cours de leur vie. Elle marchait sur ce chemin en direction des toilettes et elle a remarqué un homme qui en sortait. Quelque chose clochait. Comment expliquer que cette femme est disparue? Pourquoi? On ne voulait pas que les gens pensent qu'il y avait un tueur en série en liberté. Pour le meurtrier, tuer était devenu un besoin. Ce morceau de peau contenait un indice précieux pour les enquêteurs. Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu. Êtes-vous responsable de la mort d'une de ces femmes? Bonjour. Le 12 juin 1993, au cœur de l'hiver austral, le corps sans vie d'une jeune femme est découvert dans un parc de Frankston, une ville balnéaire du sud de l'Australie. En examinant la scène de crime, les inspecteurs comprennent aussitôt que les indices dont ils disposent ne leur permettront pas d'appréhender l'assassin sans avoir à mobiliser toutes les ressources de la police scientifique. Alors que les experts se mettent au travail, les habitants de la région se demandent avec angoisse si le meurtrier va frapper à nouveau. Chaque jour qui passe augmente la menace et peu à peu, le cauchemar s'installe.
On nous a appelés vers 20 h environ. C'était vraiment une soirée abominable. Les éléments étaient déchaînés, le vent, la pluie. Pour nous, ça a sérieusement compliqué les choses. Le risque de passer à côté d'indices et de preuves importantes était énorme dans une situation comme celle-ci. Les preuves biologiques qu'on aurait voulu retrouver étaient des échantillons sanguins et autres fluides corporels. Mais avec ces conditions météo, selon toute probabilité, on avait peu de chances d'en trouver. Le criminel ne pouvait pas espérer de meilleures conditions pour commettre ce meurtre. Ça a été vraiment difficile de réunir des preuves sur la scène du crime. La victime était une jeune fille. Elle était sur le dos et une branche très fine était posée sur elle. Je ne vois d'ailleurs aucune explication à la présence de cette branche. Ça ne servait pas à dissimuler le corps. En ce qui concerne la question de l'agression sexuelle, son survêtement n'avait pas été enlevé, mais le haut du corps était exposé. Il y avait des plaies importantes au niveau de la gorge qui, selon moi, à ce moment-là, étaient la cause du décès. L'autopsie a révélé de nombreux bleus et abrasions sur les bras et les mains, ce qui laisse penser que la victime a tenté de se défendre. Mais aucune des blessures observées sur les bras et les jambes n'a pu être causée par un couteau ou un objet tranchant. Ce qui laisse suggérer que la victime a perdu connaissance avant d'être attaquée avec un couteau. Les yeux injectés de sang de la victime sont révélateurs de ce qui s'est passé. Autour des yeux, dans la paroi oculaire et à l'intérieur des paupières, on a pu observer de petites hémorragies connues sous le nom d'hémorragie pétéchiale, ce qui accrédite la thèse de la mort par strangulation. On a aussi remarqué des contusions plus légères qui laissent supposer que le corps a été déplacé et peut-être traîné. Ce qui nous donne un aperçu du modus operandi de l'assassin. Mais les plaies sur la poitrine de la victime sont une signature très troublante. Il n'y avait ni contusion, ni présence de sang au niveau des parties charnues. Donc, ces mutilations ont eu lieu post-mortem. Ce qui m'a interpellé, tout comme le reste de l'équipe, c'est cette croix sur la poitrine. On s'est demandé si c'était satanique, si on avait affaire à une personne qui tuait pour les sensations que ça lui procurait. Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer? Il ou elle, d'ailleurs, parce que ce n'est pas propre à un genre en particulier. La police apprend qu'on a signalé la disparition d'une jeune fille de 18 ans. Les enquêteurs intensifient leurs recherches. Le lendemain matin, les conditions météo étaient bien meilleures. Il ne pleuvait plus. Le lieu était beaucoup plus exploitable pour nous. À proximité de l'endroit où le corps a été découvert, on a retrouvé un sac de sport bleu et blanc qui contenait plusieurs manuels scolaires. Et certains portaient le nom d'Elizabeth Stevens. Le corps d'Elizabeth Stevens a été retrouvé dans un fossé d'écoulement très tard samedi soir, à la Lloyd Recreation Reserve, située à moins d'1 kilomètre de chez elle. Originaire d'Hobart, elle était inscrite à Frankston et habitait chez son oncle à Long Warren. On ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'elle. On s'attendait à la voir passer la porte. La brigade des homicides ne dispose d'aucune piste vraiment concrète et essaie toujours d'établir le mobile de ce meurtre violent. Il tente en ce moment de reconstituer l'emploi du temps d'Elizabeth Stevens. Reconstituer les dernières heures de la victime était d'une importance capitale pour l'enquête. On savait qu'elle avait laissé un mot à l'attention de son oncle et de sa tante disant qu'elle allait à la bibliothèque. Elle y a indiqué qu'elle rentrerait aux environs de 20 h. On savait donc qu'elle s'était déplacée et qu'elle était allée vers le quartier des affaires de Frankston. On a pu établir qu'Elizabeth avait appelé sa sœur et qu'elle avait prévu d'aller la voir le lendemain. Et on sait que cet appel a été passé depuis le quartier des affaires. La police décide ensuite de s'adresser à la population. Dans l'une des maisons où les inspecteurs s'arrêtent, ils pensent avoir découvert une piste sérieuse. Pour toutes nos enquêtes, on fait appel à la coopération de la population. Les inspecteurs de police sont peu nombreux, contrairement aux citoyens de cette ville. La police espère que ce mannequin, habillé des mêmes vêtements qu'Elizabeth Stevens la nuit de sa disparition, ravivera peut-être les souvenirs de ceux qui ont croisé la route de la jeune fille ce vendredi soir. On a distribué des tracts, établi des barrages à des endroits où on a installé des mannequins habillés comme la victime, ce qui nous a permis de trouver des témoins et de reconstituer l'emploi du temps d'Elizabeth.
L'un des endroits où elle s'est rendue est un restaurant qui prépare des plats à emporter en plein centre-ville. On sait aussi qu'elle est passée par le TAFE College aux alentours de 19h ce soir-là. Ensuite, tout n'est que supposition pour savoir comment elle est allée à l'endroit où elle a été retrouvée morte. Le bus est la solution la plus logique. A-t-elle été suivie par un client du restaurant, quelqu'un du bus? Tandis que les appels à témoins saturent le central téléphonique du commissariat, Charlie Vézina et son équipe poursuivent leur enquête de voisinage à la recherche du moindre indice. Et soudain, la réaction inattendue d'un homme mobilise l'attention des policiers. Aurait-il, par hasard, débusqué l'assassin? Dans une des maisons, le propriétaire nous a violemment claqué la porte au nez. Ce qui a forcément éveillé nos soupçons. On a donc fait en sorte d'entrer dans la maison, et il y avait du sang partout. Pour nous, il s'agissait d'une scène de crime. Mais en fait, le propriétaire s'était auto-mutilé et c'est tout. Mais il nous a fallu des heures pour l'éliminer de la liste des suspects. Pour la police, c'est presque un retour à la case départ. On passe d'un état d'excitation à l'abattement. Et c'est peu de temps après qu'on a appris la disparition d'une jeune femme dans la région de Frankston. Plus d'une centaine de bénévoles ont rejoint la police qui s'est lancée à la recherche de Deborah Ann Frim. On est complètement dévasté. On a un petit garçon qui est né il y a 12 jours. On n'y arrive pas, c'est trop dur. Tous les témoignages disaient que Debbie était une mère aimante, si heureuse d'avoir son bébé. Elle adore notre bébé, et elle-même. Depuis la naissance, c'était juste fantastique. On n'aurait pas pu être plus heureux jusqu'à ce que ça nous arrive. On s'est posé la question de savoir si elle souffrait de dépression postnatale, comme elle était une jeune maman. Mais cela semble improbable, et l'hypothèse est même rejetée par l'amie venue dîner chez elle la nuit où elle a disparu. Debbie s'est rendu compte qu'elle n'avait plus de lait, et elle lui a dit qu'elle allait en acheter dans une épicerie du coin. Elle a laissé le bébé à son amie pour aller en chercher, mais elle n'est jamais revenue. Évidemment, je me suis dit que quelque chose clochait. Comment expliquer que cette femme est disparue? Pourquoi? Cette disparition prend rapidement une tournure tragique. La même nuit, à une station de là et 2 heures avant la disparition de Debbie, une autre jeune femme est agressée. Elle marchait sur ce chemin en direction des toilettes et elle a remarqué un homme qui en sortait, mais sans vraiment s'attarder sur lui. Mais ensuite, elle a senti quelqu'un dans son dos qui l'a agrippée. Ensuite, l'homme l'a menacée et lui a fait comprendre qu'il avait une arme ou un couteau, qu'il a appliqué contre sa tête. Rosa voulait qu'il prenne la bague de valeur qu'elle portait, mais il ne l'a pas fait. Elle a finalement réussi à le repousser et à s'enfuir. Elle s'est mise à courir le long de la route et il la poursuivait. Heureusement pour elle, une voiture s'est arrêtée. Rosa Toss échappe à son agresseur et rentre chez elle. Dans le même laps de temps, la police recherche toujours activement Debbie Frim, 22 ans. Un de mes collègues et moi, comme on savait que Debbie était sortie pour acheter du lait, on a décidé d'aller jeter un œil dans les épiceries du quartier. On revenait au commissariat quand j'ai remarqué une voiture grise qui correspondait à la description de celle de la jeune femme. C'était dans Madon Street, juste devant le bâtiment qu'on appelle, je crois, le Christian Life Center. Et il y avait un impact sur la voiture qui laissait penser qu'elle avait été accidentée. La police lance un appel à témoins pour savoir si un accident impliquant la voiture de Debbie Frim, retrouvée à 2 km de chez elle, aurait été signalé. D'après le mari de Debbie, il n'y avait pas de marque sur le capot quand il l'a garée jeudi soir. On a examiné la voiture, pris de nombreuses photos. Le mauvais temps approchait, alors il était impératif de déplacer le véhicule dès que possible. Donc on l'a rapatrié au laboratoire de médecine légale pour approfondir nos recherches. Les impacts allaient du haut du capot à la plaque d'immatriculation, en passant par la calandre. Ce qui, pour moi, montre qu'elle a percuté un objet, probablement un panneau de signalisation ou une clôture. Pour savoir ce qu'a percuté la voiture de Debbie et trouver un indice sur l'endroit où pourrait se trouver la disparue, le labo examine la plaque d'immatriculation. La présence
de petites traînées oranges et relevées. J'ai examiné ces traces à l'aide d'un microscope extrêmement puissant pour essayer d'en déterminer la composition chimique. Et il ne s'agissait pas de peinture, de plastique ou de bois. C'était plutôt lié à un sol, de la roche réduite à l'état de poussière, ou même des briques. La voiture de Debbie a percuté un mur de briques. Des fragments sont restés incrustés dans le capot et la calandre. C'est l'hypothèse que retiennent les experts de la police scientifique. Pour autant, l'accident est-il survenu quand la jeune femme allait acheter son lait ou sur le chemin du retour? Comme ses courses et son portefeuille ont disparu, une autre question se pose. Était-elle au volant ou son agresseur conduisait-il la voiture à sa place? Et un détail va permettre de le déterminer. Quand j'ai examiné la voiture, j'ai remarqué que le siège conducteur était très incliné et reculé au maximum. Ça m'a laissé penser que quelqu'un plus grand que Debbie était au volant pour la garer sur Madden Street. Et j'ai trouvé des traces de sang sur des brins d'herbe sur le siège passager et d'autres traces de sang sur le siège conducteur. Ce sang est celui de Debbie Freem. Mais qui a conduit la voiture jusqu'à Madden Street? La jeune mère de famille est-elle toujours en vie? La police est arrivée à Carrum Downs, où le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé entre Wedge Road et Thompson's Road. Taylor's Road est une route qui n'est pas encore goudronnée. Il y a des champs de part et d'autre. Et le corps a été découvert entre des arbres et une clôture de barbelés. On a tout de suite supposé que c'était celui de Debbie Freem, disparu depuis plusieurs jours, et dont la voiture avait été retrouvée sur Madden Street, à Frankston. Les habitants à proximité de Seaford et Frankston vivent dans la terreur depuis ce second meurtre en quelques semaines. Le cadavre de Deborah Ann Freem a été découvert à proximité d'un chemin de terre à Carrum Downs, à 10 km de son domicile. Malheureusement, aucun indice sur la scène de crime n'est venu nous éclairer sur l'identité du meurtrier. On était toujours dans le flou le plus total à ce stade de l'enquête. Mais si la police ne relève aucun indice sur le tueur, il a pourtant laissé des signes révélateurs sur son passage. Des signes qui le relient au meurtre d'Elizabeth Stevens, dont le corps a été découvert un mois plus tôt. Le corps de la victime était recouvert de branches. Et même si je ne suis pas allé là où le cadavre d'Elizabeth Stevens a été découvert, je savais qu'on avait également relevé la présence de branches sur elle. Sur l'herbe, tout près de l'endroit où le corps de Debbie était caché, il y avait une grande quantité de sang, ce qui pour moi veut dire qu'elle a été tuée puis cachée. Sa robe était relevée pratiquement jusqu'à la taille, mais ses sous-vêtements étaient intacts, tout comme Elizabeth Stevens. Elle est décédée des multiples blessures qui lui ont été infligées au couteau, pas seulement au niveau du cou, mais également au niveau de la poitrine, comme si elle avait été attaquée par un forcené. Quand le corps de Debbie Freem a été découvert, et après son autopsie, on a pu comparer les blessures post-mortem qui lui avaient été infligées à celles de la première victime. Et on a remarqué les traces évidentes de strangulation, la similitude des coups de couteau, plus les blessures post-mortem. Tous ces éléments concordaient et nous laissaient penser que la même personne avait commis ces meurtres. Mais on ne voulait pas que les gens pensent qu'il y avait un tueur en série en liberté. La police est maintenant confrontée à une situation nouvelle. 2 autres jeunes femmes ont été tuées durant les 3 dernières années dans cette région. Le corps de Michelle Brown, 25 ans, a été découvert en mars l'année dernière et Sarah McDiarmid a été enlevée à la gare de Kananook en 1990. Elle n'a jamais été retrouvée. L'hypothèse d'un tueur en série est inévitable. Si un tueur en série est en liberté, c'est dans ce genre d'endroit qu'il repère ses proies. Un endroit où passent de nombreuses jeunes femmes et mères de famille qui pensaient circuler en toute sécurité. Mais ce n'est plus le cas. Mon mari ne me laisse plus sortir le soir, sauf si j'ai un de mes chiens avec moi. On n'est plus en sécurité maintenant. Je sors avec mon mari. Si je suis juste avec une amie, je ne me sens pas en sécurité. Vos amis habitent en haut de la rue, mais vous avez peur d'aller les voir. C'est les méchants qui font la loi, ça vous met en rage. Je vais souvent en boîte, mais les filles ne viennent plus souvent. C'est trop dangereux pour elles de sortir le soir.
La police met tout en œuvre pour retrouver cet assassin qui pourrait bien être un tueur en série. Il est évident que beaucoup de gens à Frankston avaient trop peur pour sortir le soir. On s'attendait tous à ce qu'il y ait d'autres victimes. Pour le meurtrier, tuer était devenu un besoin. La priorité était d'attraper le tueur. Pour ça, il fallait utiliser les médias et diffuser le plus grand nombre possible de photos d'Elizabeth et Debbie. Et communiquer les informations sur la voiture qu'elle conduisait, sur tout ce qui pourrait mener à l'assassin. Beaucoup de gens se sont manifestés pour apporter leur aide, grâce à l'action des médias. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme de grande taille retourner à la voiture alors qu'elle était déjà garée sur Madden Street. Il aurait pris des choses à l'intérieur. Selon d'autres déclarations, Debbie aurait été vue dans sa voiture avec un homme et au volant dans les rues de Frankston où elle conduisait de façon saccadée. Elle aurait tenté de faire des appels de phare, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait été enlevée. On pense que le suspect est ensuite retourné en voiture jusqu'à Madden Street. Et surtout, on a acquis la certitude qu'il habitait les environs. Avec l'objectif de trouver le meurtrier ou un suspect, on a fait appel à un profiler. On m'a demandé d'étudier ces deux affaires d'homicide pour voir si je pourrais établir des rapprochements concernant ces meurtres qui conduiraient à l'hypothèse d'un tueur unique. On a remarqué que les tueurs en série commençaient à tuer entre 18 et 24 ans. Ce genre d'individu vit dans un univers de fantasmes. Ils éprouvent énormément de plaisir en prenant le temps de choisir leurs victimes, la façon dont ils vont procéder pour les tuer, et en imaginant quelles sensations ça va leur procurer. Si vous passez la plupart de votre temps à fantasmer, difficile d'exercer une activité professionnelle avec des responsabilités. Pour moi, il y avait suffisamment d'éléments prouvant que le tueur habitait forcément la région. Il n'allait pas commettre un meurtre dans un endroit complètement inconnu, parce que ce serait plus risqué. C'est pour cette raison qu'il devait être des environs. Il n'attirait pas l'attention. Les conditions étaient idéales pour lui. En tenant compte des analyses du profiler, la police de Frankston délimite rapidement un périmètre d'investigation. C'est là, pense-t-il, que le tueur doit se terrer. Tandis que chaque maison est passée au peigne fin et que leurs occupants sont minutieusement interrogés, un nouveau drame frappe de plein fouet la communauté. Une autre jeune fille a disparu. En moins de 8 semaines, 2 jeunes femmes sont assassinées. 2 meurtres violents et très semblables. La police ne dispose que de peu d'indices, mais n'hésite pas à déployer des forces supplémentaires pour prévenir les habitants du danger, tout particulièrement la nuit. Mais on apprend soudain la disparition d'une lycéenne de 17 ans, Nathalie Russell. D'habitude, Nathalie va au lycée à vélo. Mais comme il pleuvait, j'ai décidé de l'accompagner. Je l'ai déposée en lui disant, comme souvent, « Appelle-moi si tu veux que je vienne te chercher ». Elle n'a pas appelé. Alors j'ai pensé qu'elle était allée en ville, ce qu'elle faisait souvent. Mais quand le bus est arrivé à 18h15, Nathalie n'était pas dedans. J'ai commencé à m'inquiéter. Le bus suivant est arrivé un peu après 19h et quand j'ai vu qu'elle n'en descendait pas non plus, j'ai dit à Brian, « Il se passe quelque chose ». Je me suis présenté chez monsieur et madame Russell. Je me souviens que madame Russell était très nerveuse. Elle se tordait les mains. Je pense qu'elle se disait que quelque chose de terrible avait dû arriver. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est tous dit cette nuit-là. On avait une photo de la jeune fille. On a aussi pris la description des vêtements qu'elle portait ce jour-là et on a noté sa taille et la couleur de ses cheveux. Et on a tout de suite demandé aux parents s'il avait appelé une amie, quelqu'un. Mais personne ne l'avait vue depuis la fin des cours. Pour se rendre au lycée, Nathalie a le choix entre la route classique et une piste cyclable enclavée entre 2 terrains de golf. C'est en fait un raccourci que prennent souvent les élèves pour rentrer chez eux. Et c'est l'endroit logique pour commencer les recherches. On est arrivé à un endroit où il y avait un énorme trou dans le grillage, juste à côté d'un poteau métallique. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des empreintes laissées dans le sang sur ce poteau. Et en avançant vers les buissons, j'ai vu un sac de cours identique à celui que tous les lycéens portent.
Et quand j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu des collants et l'uniforme du lycée. Et tout le monde s'est tout de suite dit qu'il s'agissait de Nathalie. J'ai demandé s'il s'agissait d'une jeune fille. On m'a répondu oui. J'ai demandé si elle portait un uniforme. On m'a encore dit oui. J'ai dit celui du John Paul College. Encore un oui. Et là, je leur ai dit, ça ne peut pas être Nathalie. Elle est forte. Elle ne se serait pas laissée faire. Elle n'aurait laissé personne lui faire du mal. Ce que je peux dire pour avoir été sur la scène du crime, c'est que Nathalie s'est beaucoup débattue. Elle a vraiment essayé de repousser son agresseur. Toute l'herbe était quasiment arrachée à l'endroit où elle a été retrouvée. Elle a certainement tout tenté. Malheureusement, il était plus fort qu'elle. Le corps de Nathalie Russell, une lycéenne de 17 ans, a été découvert à 21h la nuit dernière, un peu plus de 2 heures après le début des recherches intensives menées par la police dans la région. Ce meurtre survient après celui de Deborah Frim, il y a 3 semaines, et celui d'Elizabeth Stevens, le 12 juin. Les enquêteurs confirment qu'elle est décédée des multiples coups de couteau portés à la poitrine et cherchent actuellement à mettre en évidence des points communs entre les meurtres. Comme pour les 2 autres victimes, on a remarqué des ressemblances évidentes. Mais dans ce cas-là, la différence la plus marquante, c'est que l'assassin a pris plus de risques. Et il avait clairement décidé de ne pas attendre la nuit pour frapper. Le fait d'avoir fait un trou dans la clôture lui permettait facilement de sauter sur n'importe quelle personne passant par là pour l'attirer de l'autre côté, sans oublier le chemin qu'il a utilisé. C'est vraiment très osé d'agir comme ça. Dès le lendemain matin, les experts de la police scientifique ratissent la scène de crime à la recherche du moindre indice. Le tueur en série a-t-il cette fois commis une erreur? Les policiers vont-ils parvenir à exploiter une marque, une indication, un résidu? Vont-ils enfin retrouver sa trace, l'identifier et mettre un terme à l'hécatombe? On a tout de suite remarqué cette ouverture dans la clôture. Un peu plus loin, on en a trouvé une autre, et une dernière sur la clôture d'en face. J'ai aussi récupéré des morceaux de grillage qui s'étaient détachés de la clôture. Et ça, c'était un élément très important, parce que le fait de trouver quel outil avait permis de faire ce trou nous donnerait des indices sur la scène du crime. Pour ce qui est du trou situé au nord du chemin, on a trouvé une grande quantité de sang sur un des poteaux. Le fait que ce soit celui de l'assassin était une possibilité, mais c'était peut-être celui de Nathalie. Cette ouverture dans la clôture donnait sur un endroit plein de végétation, où on a retrouvé le corps de la victime. On a retrouvé un genre de lanière en cuir, très semblable à celle que l'on fixe à des jumelles. Et il y avait du sang dessus. Et si on les avait utilisées pour étrangler la victime, elles auraient cassé. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Le rapport d'autopsie fournit lui aussi des pistes sérieuses. Dans la plus grave des lésions au niveau du cou, on a retrouvé un morceau de peau de 2,7 cm sur un demi-centimètre. On a procédé à une analyse plus poussée. On y a relevé des stries, ce qui laisse suggérer que cette peau provient d'une main. Et apparemment, pas de celle de Nathalie. Ce morceau de peau allait devenir un indice précieux pour les enquêteurs. Des tests ADN allaient nous permettre de faire un rapprochement entre la scène de crime et l'assassin. C'était le lien entre Nathalie et son agresseur. Police et bénévoles sont toujours à la recherche d'indices. Des dizaines de golfeurs ont été privés de parcours aujourd'hui, un périmètre de 3 km² ayant été bouclé. Nous sommes disposés à entendre toute personne ayant aperçu quelqu'un, en particulier un homme, rôdant autour des terrains de golf. Et c'est un jeune agent fraîchement diplômé de l'académie de police qui va répondre à cet appel. Il détient la pièce manquante qui fait cruellement défaut aux enquêteurs. D'après le profiler, le tueur aurait entre 18 et 24 ans, serait sans emploi et habiterait les environs. La police se lance dans une opération de porte-à-porte dans un quartier ciblé, celui où l'assassin résiderait. Plus de 150 inspecteurs de tous les services de police confondus sont mobilisés dans la région de Frankston pour le début de l'opération baptisée Pulsar.
L'inspecteur Wilson va bientôt découvrir une piste intéressante. 2 jeunes agents de police ont fait leur rapport et signalé un incident pour lequel on leur avait demandé de se déplacer la veille, le jour où Nathalie Russell avait disparu. On nous a demandé d'aller à Sky Road, dans la localité de Frankston, où un véhicule suspect avait été signalé. C'était une Toyota Corolla jaune. La voiture est garée face à la piste cyclable qu'utilisent tous les lycéens, y compris Nathalie. C'est une employée de la poste qui l'a signalée à la police. C'était vendredi vers 15h et j'avais presque terminé ma tournée. C'était bientôt la fin des cours et j'ai remarqué cette voiture qui n'avait pas de plaque. Il y avait un type dans la voiture. Il avait les bras croisés et après j'ai vu qu'il essayait de se cacher derrière le volant. J'ai continué ma tournée jusqu'à une maison où les propriétaires étaient là. Je le savais. C'est de là que j'ai appelé la police. Quand on est arrivé, il n'y avait personne dans ou à côté de la voiture. Pas de plaque d'immatriculation non plus. Et on a remarqué que sur la carte grise du pare-brise, il y avait un numéro provisoire. On a relevé ce numéro. Ensuite, on a décidé de faire le tour de quelques maisons situées du même côté que le trottoir où était garée la voiture. Un petit travail de recherche. Mais ça n'a rien donné de concluant. Alors on a vérifié une dernière fois qu'on avait tous les éléments concernant le véhicule et on est parti. Le lendemain, ils ont fait leur rapport concernant ce véhicule et ça nous a permis de vraiment avancer dans l'enquête. Ça m'a donné confiance pour 2 raisons. Cette personne était sur les lieux quand le meurtre s'est produit. Donc, on était en présence soit d'un témoin capital, soit d'un suspect très sérieux. La voiture est immatriculée au nom de Paul Charles Denyer. Denyer habite au cœur de la zone ciblée par la police et par le profiler. Le cauchemar qui hante les habitants de Frankston est-il sur le point de s'achever? L'assassin va-t-il être identifié? Les chances sont minces, car au premier abord, Denyer n'a pas le profil d'un tueur en série. On a frappé à sa porte et Paul nous a invités à entrer. Il semblait plutôt détendu. Il s'est montré très coopératif, notamment dans ses réponses à nos questions. J'ai remarqué qu'il avait plusieurs coupures sur les mains. J'ai fini par lui demander de se présenter au commissariat de Frankston. Vous n'êtes pas tenu de dire ou faire quoi que ce soit, mais ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? Oui. Âge et lieu de naissance? J'ai 21 ans, je suis né le 14 avril 1972. Vous êtes citoyen australien? Oui. Une activité salariée? Non, sans emploi en ce moment. Ce qu'on aimerait maintenant, Paul, c'est que vous nous disiez ce que vous avez fait depuis hier matin pour commencer. Je me suis levé vers 7h30, 8h moins 20, 7h30 ou 8h moins 20. Pendant l'interrogatoire, Paul Denyer s'est montré très cohérent par rapport aux réponses qu'il nous avait déjà données chez lui. Et en redescendant Caringle Drive, j'ai remarqué que la voiture chauffait vraiment. C'est pour ça que je me suis arrêté à Sky Road. Et juste à côté, c'est là qu'il y a un terrain de golf. Je me suis arrêté pour regarder sous le capot de la voiture et j'ai vu que quelque chose s'était desserré. Cet après-midi, chez vous, j'ai remarqué que vous aviez des coupures sur les mains. Pourriez-vous les poser à plat sur ce bureau, s'il vous plaît? C'est une longue estafilade ici. Vous pouvez nous dire comment et quand c'est arrivé? Hier, en regardant la voiture. Et comment exactement? Le ventilateur tourne dans ce sens. Moi, je me tenais devant la voiture avec ce ventilo qui tourne. Et là, il y a l'alternateur. Et en dessous, il y a des câbles sous le radiateur. Et il y avait un câble sur le dessus que j'avais installé pour un phare. Et c'est sûrement quand je m'en suis approché que le ventilateur m'a touché. Mais pourquoi avoir laissé le contact pour vous occuper du radiateur? Je ne suis pas très doué, en fait. Pendant que Paul Denyer détaille son emploi du temps, son appartement est fouillé. Je me suis rendu chez lui et j'ai participé à l'ensemble de l'opération. Demande de mandat, fouille des lieux et découverte des preuves. Les enquêteurs mettent la main sur des couteaux et plusieurs vêtements suspects. Dans la voiture, ils trouvent une paire de jumelles sans lanière et parmi ces nombreux outils, des pinces. Ça a forcément renforcé nos convictions.
Rien à voir avec l'impression qu'on avait eue quand ce type nous avait claqué la porte au nez. Cette fois-ci, on savait qu'on était en présence d'un vrai suspect. Pour en avoir une confirmation scientifique, les pinces sont déposées au laboratoire médico-légal. Elles sont utilisées pour couper du fil de fer barbelé. Chaque paire de pinces laisse une marque bien distincte lorsqu'elle est utilisée pour couper, comparable aux empreintes digitales chez l'homme. Toute trace d'usure, toute imperfection sur les lames se reporte sur le fil qu'elle coupe. Ces tests en laboratoire sous microscope révèlent que les marques laissées sur le fil de fer barbelé sont identiques à celles de la clôture sur la scène de crime. Savez-vous qu'une jeune fille a été assassinée à Frankston? Oui. On est samedi aujourd'hui. Quand l'avez-vous appris? J'ai vu des voitures de police arriver ce matin quand j'arrivais sur Sky Road. Il y avait des bénévoles aussi. Pardon, vous avez vu les bénévoles et tout le reste sur Sky Road? Oui. Ils avaient mis des bandes blanches pour barrer la route. Je vous ai vu, vous. Quoi, moi? Oui, vous. Avec un autre type. Et que faisiez-vous à ce moment-là? Où alliez-vous ou que faisiez-vous? À chaque fois, il semblait capable de fournir une bonne réponse. Ce qu'il était en train de faire, où il était, ce qui a forcément éveillé nos soupçons, parce que personne ne se souvient jamais de tout dans les moindres détails. Plus déroutant encore, Paul Dennière semble se rappeler de chaque minute de son emploi du temps le jour des meurtres d'Elizabeth, Debbie et Nathalie. Hier, votre voiture était garée en face de l'endroit où le corps de Nathalie Russell a été retrouvé. La nuit où Debbie Freeman a disparu, vous vous rendiez à la gare de Kananook. Vous avez raté votre train et avez fait demi-tour. Et la nuit où Elizabeth Stevens a disparu, vous étiez à proximité de Lloyd Park, où vous deviez récupérer une batterie. Pour vous, il ne s'agirait que de coïncidence? Oui, c'est le cas. À chaque fois? Oui. Êtes-vous responsable de la mort d'une de ces femmes? Non. Tout au long de son interrogatoire, Paul Dennière fait preuve d'un sang-froid étonnant. Il répond avec calme et précision aux questions de Rod Wilson, avance des arguments logiques et crédibles pour justifier sa présence à proximité des scènes de crime et finit même par semer le doute dans les esprits des enquêteurs. En dernier ressort, le policier lui demande de se soumettre à une comparaison d'échantillons d'ADN. Un test imparable, fiable, à plus de 99%. Et cette proposition fait basculer l'interrogatoire et désorganise complètement le système de défense du suspect. La police continue d'interroger le suspect principal, Paul Charles Dennière. Sa voiture était garée à proximité de l'endroit où le corps de Nathalie Russell a été découvert. Dans son appartement ont été retrouvés des éléments permettant de le relier à la scène de crime. Et sur ses mains, on relève la présence de coupures suspectes. On a besoin d'effectuer un prélèvement sanguin pour confirmer ou infirmer votre implication dans ces meurtres. On lui a demandé d'effectuer un prélèvement, ainsi que l'autorisation de prélever d'autres tissus pour les comparer à ceux trouvés sur Nathalie Russell. C'était le seul moyen de le relier au meurtre. On va faire une pause. Vous voulez un café ou un verre d'eau? Un autre café. Vous le prenez comment? Avec du lait et de sucre. Je vous fais apporter ça. On fait une pause. À ce moment précis, il a commencé à prendre conscience qu'il allait devoir se soumettre à des examens sanguins et que les tests ADN pouvaient le relier aux scènes de crime. Il savait qu'on ne croyait pas à sa version. Pour vous, oui. Il ne s'agirait que de coïncidence? À chaque fois? Oui, c'est le cas.
Je pense qu'il savait que c'était fini. Et pendant que nous attendions que nos experts du laboratoire médico-légal interviennent pour les prélèvements, l'inspecteur Darren O'Lachlan est resté avec Paul Denyer. Darren portait une croix autour du cou et Paul lui a demandé s'il était croyant. Et la conversation s'est engagée sur ce thème. Vous avez parlé à l'inspecteur O'Lachlan et vous lui avez dit que vous étiez responsable des meurtres de 3 femmes. Est-ce exact? Pourriez-vous nous expliquer avec vos mots à vous ce qui s'est passé concernant la mort d'Elizabeth Stevens à Langwarren? Je l'ai vu descendre du bus. Je l'ai suivi. J'ai mis ma main gauche sur sa bouche, comme ça, et braqué un revolver sur sa tête, comme ça. J'ai commencé à l'étouffer avec mes mains. Et elle a fini par s'évanouir au bout d'un moment. Après, j'ai sorti un couteau. Et ensuite, j'ai traîné son corps là où on l'a découvert. Et j'ai mis 2 branches d'arbres sur elle. Pouvez-vous me dire pourquoi vous l'avez agressée cette nuit-là? Parce que c'est juste que j'ai ressenti cette envie. Quel genre d'envie? Vous pouvez être plus précis? J'ai eu envie de tuer. À partir du moment où il a admis les faits, il n'a absolument pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. Il était évident qu'il voulait nous raconter tout ce qui s'était passé. Dites-nous ce qui est arrivé. La voiture était garée là. On parle de celle de Debbie Frim? Oui, une Nissan Pulsar. Je marchais dans cette rue. Je l'ai vue descendre de voiture. Elle est entrée dans cette épicerie et moi je suis monté à l'arrière. La voiture était garée juste en face, ce qui fait que je pouvais la voir d'où j'étais. Pourquoi l'avoir choisie, elle? J'ai ressenti le besoin de le faire à ce moment-là. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle est ressortie. Je l'entendais avancer vers la voiture et moi j'étais caché à l'arrière. Elle est remontée en voiture sans me voir. Elle a commencé à manœuvrer pour faire demi-tour. C'est là que j'ai sorti un revolver. Elle a foncé dans ce mur. Elle l'a percuté où? Ici, je crois. D'où l'impact sur le capot. Et après, vous avez pris la direction de Kananook Avenue? Il était complètement détaché de tout ça, comme si cela n'était jamais arrivé. Il racontait les choses avec beaucoup de froideur. Il conduit Debbie vers Taylor Road. Il tente d'abord de l'étrangler avant de la poignarder, tout comme Elizabeth Stevens. J'ai traîné son corps sur 1 mètre environ vers les arbres et je l'ai laissé contre la clôture où on l'a retrouvé. Après, j'ai cassé 2 branches de l'arbre le plus proche et je les ai posées sur elle. Je suis remonté en voiture, j'ai réglé le siège parce qu'elle était beaucoup plus petite que moi et j'ai pris la direction de Madon Street. Pourquoi Madon Street? Ni trop près ni trop loin de chez moi. Le lendemain, plusieurs témoins décrivent un homme ressemblant à Paul Denyer qui serait retourné à la voiture de Debbie pour récupérer ses courses et son portefeuille. Je voulais connaître son nom et voir ce que contenait son portefeuille. Je l'ai enterré sur le terrain de golf. Vous pouvez nous montrer où exactement? Oui, avec précision. Comment allez-vous le retrouver? Je le retrouverai. Vous nous avez conduits jusqu'ici, jusqu'à l'ouverture faite dans le grillage. Et c'est donc par là que vous avez enterré le portefeuille? Il creusait avec un peu d'acharnement, et on avait presque envie de lui dire de ne plus rien faire, que de toute façon on allait le retrouver. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Comme pour nous prouver qu'il disait vrai, il avait peur qu'on ne le croie pas.
Vous pouvez le tenir comme ça et le secouer un peu pour enlever la terre. C'est donc là que vous l'aviez enterré. Il appartient à DB Frim. 3 semaines plus tard, la police et l'assassin retournent sur les lieux. Vous pouvez nous parler de ça? Ce jour-là, j'étais venu ici plutôt pour faire des trous dans le grillage. Avec quoi? Des pinces. J'étais installé ici et j'ai regardé Nathalie Russell arriver. Je suis passé par cette ouverture et j'ai attendu caché derrière les arbres. Jusqu'à ce qu'elle arrive à cette hauteur et prenne cette direction. Quand elle s'est retrouvée 10 mètres plus bas environ, je suis sorti de ma cachette. Nous reprenons le même parcours. Vous restiez à la même distance derrière elle? Non, je me rapprochais petit à petit. Je marchais sur l'herbe, comme ça, pour éviter de faire du bruit. Pour ne pas être repéré? J'avais un couteau avec un manche rouge. Il venait d'où? De chez moi. C'est tout ce que vous aviez? Et une lanière en cuir. Vous avez dû la retrouver sur les lieux, mais cassée en deux. Utilisée pour? Pour l'étrangler. Elle venait d'où? D'une paire de jumelles. C'est là que je l'ai attaqué. J'ai mis ma main sur sa bouche, ma main gauche, comme ça, et je l'ai emmené ici. Il n'éprouve absolument aucun remords pour ce qu'il a fait. La sincérité de sa confession est terrifiante, et la façon dont il a décrit ce qu'il a fait à ses victimes, sans montrer la moindre émotion, c'est pénétrer dans un univers effroyable. Pourquoi l'a tué? Pour la même raison qu'avant. En fait, j'ai toujours eu envie de tuer. Depuis quand? Depuis que j'ai 14 ans environ. Paul Denyer reconnaît avoir assassiné 3 jeunes femmes et décrit les meurtres sans la moindre émotion. Mais il admet également avoir agressé Rosa Toss la nuit où il a tué Debbie Frim. C'est arrivé plusieurs semaines après Elizabeth Stevens? Oui, j'étais dans cet état comme tous les jours. Et cette pulsion est devenue plus forte jusqu'à ce que j'en arrive là. Vous aviez la même arme? Oui, la même. C'est celle que vous aviez quand vous avez agressé Elizabeth Stevens? Oui, c'est celle-là. La même pour Deborah Frim? Oui. La même pour la jeune femme de Seaford? Oui. Si cette femme ne s'était pas enfuie, qu'auriez-vous fait? Je l'aurais tuée. Rosa n'est pas la seule à avoir échappé au tueur. Ça fait plusieurs années que je repère des femmes comme ça, à Frankston. J'attendais juste l'opportunité de passer à l'acte, le bon moment. La confession de Paul Denyer dure plus de 5 heures. Paul Denyer, 21 ans, sans emploi, a été inculpé ce matin au commissariat de Frankston. Le périmètre avait été sécurisé lorsque l'accusé a quitté le poste dans un véhicule escorté par une seconde voiture de police. Quand j'ai rejoint mes collègues dans la salle des opérations, je peux vous assurer que le sentiment de satisfaction était palpable. On était tous soulagés, contents d'avoir attrapé le coupable. Tout le monde y allait de son petit commentaire. Ça tient à l'implication de chacun, au temps consacré à l'enquête, aux malheureuses victimes. Notre satisfaction était manifeste. On s'est tous retrouvés aux petites heures du matin pour partager quelques bières avant de rentrer chez nous. Quand tout a été terminé, il s'est levé, il s'est avancé vers moi, il est resté devant moi et il a juste dit « Je suis désolé ». Et je me suis dit « Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu ». Une fois le jugement rendu, la presse révèle des pans entiers de la pitoyable existence de Paul Denyer. On apprend ainsi que le profil de l'assassin coïncide en tout point avec celui d'un tueur en série tel que les décrivent les manuels de criminologie. Issu d'une famille violente, fraîchement immigrée en Australie, Denyer est un enfant obèse, introverti, solitaire. Très jeune, il fait une chute et subit un traumatisme crânien. Puis, il est victime d'abus sexuels que lui inflige son frère aîné.
Il témoigne ensuite d'un goût maniaque pour les couteaux et les pistolets qu'il confectionne jusqu'à l'obsession. Après avoir martyrisé l'ours en peluche de sa sœur, il tranche la gorge du chaton de la famille et suspend sa dépouille à un arbre. À l'âge de 13 ans, il vole une voiture. 2 ans plus tard, il est jugé pour avoir obligé un camarade à se masturber devant des enfants. Et l'escalade se poursuit, inexorable, terrifiante. Devenu adulte, il s'attaque à 2 chèvres dans le champ voisin de son travail qu'il dépèce avec sauvagerie. Dès lors, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Devenu asocial, il se fait licencier des emplois subalternes qu'il occupe. Enfin, en 1992, 1 an avant les meurtres, il cambriole l'appartement de ses voisins, détruit leur mobilier, lacère leurs vêtements, tue la chatte et ses chatons, les découpe en morceaux et éparpille leurs entrailles sur les murs. Que pouvait-il advenir d'un être à ce point pervers et perturbé? Seuls des soins psychiatriques appropriés auraient pu, peut-être, stopper le monstre avant qu'il ne s'en prenne à des jeunes filles. Pour nous, ça a vraiment été un énorme choc. Après avoir fait subir ces choses horribles à ces jeunes femmes, le fait que le tribunal n'ait prononcé qu'une peine de 30 ans pour 3 meurtres, c'est scandaleux. Malheureusement, combien de fois se retrouve-t-on confronté à cette situation? À leur sortie de prison, il recommence. Il ne pourra jamais s'en empêcher. C'est ce qu'il est, c'est tout. Un assassin. Le 20 décembre 1993, pour avoir assassiné 3 femmes et en avoir agressé une autre, Paul Dennière est condamné 3 fois à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En rendant son verdict, le juge déclare que la peur que le tueur en série a fait régner restera longtemps gravée dans les mémoires de milliers de femmes. Pourtant, 6 mois plus tard, Dennière fait appel du jugement et voit sa peine ramenée à 30 ans de réclusion incompressible. Bien que cette sentence soit la plus sévère jamais prononcée en Australie, les familles des victimes se sentent trahies par la décision de la Cour suprême. En 2023, Paul Dennière recouvrira sa liberté. Il sera alors âgé de 51 ans. À l'heure où je vous parle, eh bien, je pense avec compassion aux habitants de la ville australienne dans laquelle il aura la mauvaise idée d'aller s'installer. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette antenne pour un nouveau numéro des Enquêtes Impossibles.